16h passées de 54 minutes, merci encore de votre fidélité. Merci de nous être fidèles. On est ensemble pendant 2 heures pour faire le point sur l'actu de ce vendredi soir dans ce nouveau numéro de Punchline. On est avec Gabrielle Cluzel. Bonsoir Gabrielle, vous êtes directrice de rédaction de Boulevard Voltaire. Tatiana Renard-Barzac, bonsoir. Vous êtes journaliste politique. Karim Zeribi, consultant CNews. Bonsoir, bonsoir Karim. Et Laurent Jacobelli, bonsoir. Bonsoir. Parole du Rassemblement National. Tout à fait. Vous êtes allé faire un tour au salon du Made in France? Alors Marine Le Pen y était, moi je n'étais pas parce que je préparais notre émission. Ah, mais c'était important. Quelle pression. Ah oui, bien sûr. Faut être à la hauteur. Tant d'honneur pour nous. Merci, merci beaucoup. Parole sérieux. Très très sérieux. Par ces émissions. Exactement. Allez, c'est la stupeur et l'incompréhension la plus totale du côté de Sablé-sur-Sarthe cette dernière minute. La joggeuse disparue, puis retrouvée vivante, reconnaît finalement avoir menti. Bonsoir Mickaël Chailloux, vous êtes notre envoyé spécial du côté de la Mayenne. Cette jeune femme précise donc qu'elle n'a pas été enlevée. Non, tout à fait. C'est un communiqué de la procureure de Laval qui vient de tomber après 6 heures d'audition ici même dans la gendarmerie de Château-Gontier. La procureure indique que la jeune joggeuse a dit avoir menti, ne pas avoir été enlevée et s'être rendue d'elle-même à pied à Sablé-sur-Sarthe. Elle va même plus loin parce qu'on, vous savez, on avait retrouvé des taches de sang sur elle. Eh bien, ces blessures sont d'origine accidentelle, indique-t-on. Elle aurait notamment découpé son t-shirt avec une paire de ciseaux. Elle s'est dit désolée pour la mobilisation causée par cette disparition qui donc était inventée de A à Z. Une affaire qui a commencé en début de semaine, Mickaël. Oui, tout à fait. L'affaire a débuté lundi soir quand le père de la jeune fille a appelé les gendarmes pour indiquer que sa fille n'était pas rentrée de son jogging habituel. La jeune femme qui a réapparu, que je dise pas de bêtises, c'était mardi soir, excusez-moi, plus de 28 heures après, dans un kebab de la ville de Sablé-sur-Sarthe. Entre-temps, ce sont plus de 200 gendarmes qui ont été mobilisés sur le terrain, un hélicoptère, 2 escadrons de gendarmes mobiles, des équipes cynophiles, tout ça pour rien. Mais les enquêteurs avaient quelques doutes, ils avaient relevé de nombreuses incohérences dans les premières déclarations de la jeune femme et surtout sur les bandes de vidéosurveillance de la ville de Sablé-sur-Sarthe. Ils n'ont jamais retrouvé le véhicule type camionnette que la jeune fille avait indiqué comme étant le véhicule de ses ravisseurs qui, en fait, vous l'avez compris, n'existait pas. Merci beaucoup Mickaël Chailloux. Depuis Château-Gontier sur Mayenne pour CNews, Karim Zeribi. Il y a de quoi être en colère, franchement. Donc simuler une séquestration, mobiliser autant de forces de l'ordre. Vous vous rendez compte, les moyens qui ont été mis en place, l'anxiété qu'il y a eu dans le village, à la fois pour sa famille, mais aussi pour la commune, l'ensemble de la commune. Au plan national, on commençait à se dire, avec une émotion, encore peut-être une jeune fille qui est séquestrée, qui peut être violée, tuée, donc avec des ravisseurs. Franchement, je veux dire, il y a un délit qui s'appelle le délit... elle peut être poursuivie pour délit imaginaire, donc, semble-t-il. Elle fera l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infraction imaginaire. Voilà, donc je pense que cette jeune fille doit... à un moment donné aussi rendre des comptes devant cette imagination débordante et dramatique. Encore une fois, nos forces de l'ordre ont plus à faire que d'aller sur un terrain qui est une fausse séquestration. On le voit, l'insécurité est là dans notre pays. Ils sont mobilisés sur tous les fronts. Donc il faut arrêter de les prendre pour des imbéciles et de nous prendre tous pour des imbéciles. Voilà, la jeune fille qui a indiqué avoir menti, précise le procureur de la République, ne pas avoir été enlevée et s'être rendue à Sablé-sur-Sarthe à pied. D'après elle, les blessures sont d'origine accidentelle. Elle aurait notamment découpé son t-shirt avec une paire de ciseaux. Voilà ce que l'on pouvait dire effectivement sur cette affaire du côté de Sablé-sur-Sarthe qui nous a tenu effectivement en haleine une bonne partie de cette semaine. On en vient à présent à l'actualité politique et je sais que vous avez préparé avec beaucoup de précision, Laurent Jacobelli, votre dossier puisque vous avez même esquivé le salon Made in France du côté de la porte de Versailles, cette course à la présidentielle. On est un petit peu plus de 150 jours, vous savez, de la date fatidique et la pression forcément est palpable. D'après un sondage de Doxa pour l'Obs, la droite patine, la gauche ne décolle toujours pas. Éric Zemmour, lui, recule pour la première fois depuis la rentrée. Il perd 2 points par rapport à la précédente étude datée du 15 octobre. Pas de quoi paniquer, en croire celui qui n'est toujours pas candidat à cette élection présidentielle. Je vous propose d'écouter. Il était du côté de Bordeaux aujourd'hui.
Vous savez, je ne suis pas un spécialiste des sondages, je lis ce qu'on m'explique, voilà, comme tout le monde. Hein. Je ne connaissais pas, je vous avoue, les instituts Odoxa et Lab. Donc, ce qu'on m'explique, c'est que d'abord, dans ces sondages-là, je n'ai jamais été devant Marine Le Pen. Déjà, c'est bizarre. Alors que les grands instituts me donnaient devant Marine Le Pen plus d'une reprise et de plus en plus éloigné. C'est quoi un grand institut ? Un grand institut, c'est un institut qui est ancien, qui est reconnu, qui est, vous voyez, l'IFOP, par exemple. Pour le reste, bon, on attend de voir, on attend les prochaines vagues de sondages. Vous savez, voilà, on peut rien prévoir. Canif au sondage Odoxa également pour le sondage Elab, Tatiana Renard-Barzac, Marine Le Pen stable, Éric Zemmour qui semble reculer. C'est signe que le changement de stratégie du clan de Laurent Jacobelli est en train de payer. Juste petite ainsi, c'est pas pour défendre ELAB, c'est un institut quand même assez connu, réputé. Bernard Sananas, je pense, se fera un plaisir de répondre à Éric Zemmour. Il a peut-être déjà fait. Ce qui est intéressant, c'est ce décrochage, en fait, dans quelle catégorie Éric Zemmour décroche, c'est-à-dire auprès de l'électorat de François Fillon, auprès des plus de 65 ans et auprès des classes populaires. Je pense que ça s'explique par plusieurs choses. D'abord, c'est évidemment l'effet de non-déclaration de candidature. Ça, c'est évident qu'Éric Zemmour va devoir peut-être se déclarer plus vite qu'il ne le souhaitait, puisque je pense qu'au bout d'un moment, en fait, certains Français perdent patience. Deuxièmement, évidemment, il y a la question des thématiques. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour a été beaucoup ces derniers temps, et exclusivement même presque, sur les thématiques de l'immigration, de la sécurité. Le pouvoir d'achat fait partie des préoccupations principales des Français. Et donc, il va falloir aussi, même s'il a commencé à esquisser un fil rouge en matière notamment économique, qu'il développe ses propositions en cette matière-là. Et donc, c'est vrai que peut-être aussi, ça explique ce décrochage. Enfin, Marine Le Pen est passée à l'offensive, il faut aussi le dire. Elle a changé totalement de stratégie. C'est-à-dire elle occupe plus l'espace médiatique. En fait, d'abord, elle a repréempté son territoire, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on est quand même passé d'un slogan qui était « Liberté, liberté chérie », pas du tout son domaine habituel, au pouvoir d'achat et à la question d'identité avec la France qui doit reprendre, de redonner la France aux Français et l'argent aux Français. Donc évidemment, elle est revenue sur son territoire, elle refait une campagne de premier tour et surtout elle se recentre sur des thèmes sur lesquels les Français l'attendent et surtout sur lesquels la droite républicaine se positionne à la faveur de cette primaire des Républicains qui aura donc lieu, enfin le résultat sera le 4 décembre. Donc évidemment que tout ça fait bouger les lignes et donc Éric Zemmour se retrouve, et puis après pardon, mais il a aussi une dynamique très très importante, il est monté en flèche, c'est normal qu'au bout d'un moment il s'essouffle et qu'il y a un plafond de verre, c'est tout à fait normal et ça se passe souvent comme ça avec certains candidats. Ça y est, on est entré dans le dur. Vous avez enfin lancé votre campagne ? On l'a lancé il y a quelques temps, mais vous savez, une campagne, ça prend du temps. Et il faut que ça infuse, comme on dit. Il faut aller à la rencontre des Français, ce que fait beaucoup Marine Le Pen, expliquer son programme, écouter les Français, savoir quels sont leurs problèmes, ce dont ils ont besoin. Et puis surtout, Marine Le Pen, je crois, elle veut unir les Français, elle veut parler à tous les Français. Elle ne veut pas distinguer les hommes d'un côté, les femmes qui seraient incapables de diriger un État ou une entreprise de l'autre. Elle veut parler aux Français qui s'appellent Kevin, comme aux Français qui s'appellent Jean-Claude. Elle veut parler aux Français qui a un fort pouvoir d'achat comme à celui... un petit retard à l'allumage et qu'au final vous mettez enfin en campagne parce que vous avez senti qu'il y avait la menace Zemmour. Ça prend du temps. C'est comme vous, installer une émission de télévision et avoir une audience, ça prend du temps. Sauf que quand on est régulier, qu'on s'adresse à tout le monde, qu'on travaille... Je comprends pourquoi vous êtes resté à la maison aujourd'hui, j'ai compris. Et qu'on a une bonne offre, eh bien forcément le public arrive. En matière d'élection, quand vous avez un programme qui est adapté, qui est sérieux, qui est juste, qui sert à protéger l'ensemble des Français, pas seulement une petite catégorie, avec des slogans plus cash, ça porte ses fruits. Avec des slogans plus cash. Rendre aux Français leur pays et leur argent, cela a toujours été notre stratégie. Rendre aux Français leur pays, je ne vais pas... Tatiana le rappelait, c'était liberté, liberté chérie. C'était pas un slogan. C'est un retour aux fondamentaux, en fait. Vous revenez sur vos fondamentaux. C'était une affiche de pré-campagne. La question de l'immigration, le référendum sur l'immigration, évidemment, ça fait partie de ce que vous appelez nos fondamentaux. Fréjus, c'était un discours de pré-campagne ? C'était un discours d'entrée en campagne. Ah, quand même. L'autre aspect très important, c'est le pouvoir d'achat et l'économie. On ne peut pas marcher que sur une jambe. On ne peut pas s'intéresser uniquement à l'immigration, à la sécurité, même si c'est un problème majeur dans notre pays. Il faut aussi donner un avenir aux Français. Oui, en France, on peut vivre mieux. Oui, en France, on peut travailler mieux et plus. Oui, en France, on peut réindustrialiser et avoir moins de chômage. Et c'est avec ces deux axes-là que nous avons, je crois, commencé à réunir de plus en plus de Français. Espérons que ces sondages ne soient que le début d'un beau chemin.
Karim Zeribi, ce tassement, il est dû, oui ou non, au réveil de Marine Le Pen? Écoutez, d'abord, je pense qu'on Et peut dans pas une moindre trier. mesure de LR. On ne peut pas trier les sondages en fonction du score qu'ils vous attribuent. Les sondages, il faut les prendre tels qu'ils viennent. Donc ça monte, ça descend. Il n'y a pas des bons sondeurs et des mauvais sondeurs, comme il y a des bons Français, des mauvais Français. Donc il y a des programmes politiques qui font les tris sans arrêt sur tout, et même sur les instituts de sondage. Et puis il y a des programmes politiques qui veulent plutôt être dans l'unité que de la nation. Non, moi ce que je crois, c'est que le spectre de Marine Le Pen est quand même plus large que celui d'Éric Zemmour. Il faut le reconnaître. Donc Marine Le Pen, elle s'est attaquée aux questions de pouvoir d'achat depuis plusieurs mois maintenant. Donc c'est pas un sujet. Elle ne s'enferme pas dans le fameux ghetto des classes populaires. Elle s'enferme pas. Elle a fait des propositions concrètes. Il y a un ancrage territorial aussi parce qu'il y a quelques élus. Vous parliez de Fréjus, David Racheline est le maire de Fréjus. Donc il est ancré aussi dans des problématiques de la vie quotidienne qui remontent à la présidente, l'ancienne présidente. Et on a parlé de Fréjus ces dernières semaines. Exactement, du Rassemblement national qui est candidat. Donc son spectre est plus large et sa volonté, me semble-t-il, après je me trompe peut-être, ce qui la distingue d'Éric Zemmour, c'est que notre pays connaît déjà des fractures et on a le sentiment que le programme, en tout cas la vision d'Éric Zemmour, parce qu'il n'y a pas de programme, accentuerait les fractures. J'ai le sentiment que Marine Le Pen, elle est plutôt dans un souci d'unité de la nation. Alors après, avec ses thèmes de prédilection, donc immigration, insécurité, sa fermeté habituelle. Mais la fermeté, elle est attendue par nos compatriotes aujourd'hui. Elle est demandée. Donc vous voyez bien le sondage sur les forces de l'ordre qui sont attaquées. 92% des Français demandent plus de sévérité à l'encontre des délinquants. Donc là, de ce point de vue, il n'y a pas de sujet. Mais c'est vrai que son spectre est plus large. Je n'ai pas eu le sentiment qu'avec la présence de Zemmour, elle fasse de la surenchère sur les thèmes de Zemmour. Je pense qu'elle trace plutôt sa ligne. C'est une politique. Et lui, c'est encore un polémiste. Il ne courait pas derrière Zemmour ? Elle ne courait pas derrière Moi, Zemmour ? je ne crois pas. Je crois pas qu'elle court derrière Zemmour. Couloir. Je pense qu'elle a ses thèmes et elle a un spectre plus large. Et quelque part, elle a l'expérience aussi des campagnes. Elle sait qu'une campagne, c'est long. Il peut y avoir des aléas. Il peut y avoir des moments durs. Et puis, il peut y avoir aussi des moments plus porteurs. Et puis, c'est vrai qu'elle est sur le terrain. Souvenez-vous de l'image d'Alençon quand il y a eu ces violences urbaines. Elle est sur le terrain. Elle s'est adressée à un jeune. Elle a discuté. C'était pleine de vigueur. 10 minutes sur le terrain, mais c'était très efficace. Elle est allée le rencontrer, elle est allée passer 10 minutes dans le commissariat. Bon, voilà, après on peut dire ce qu'on veut. Moi je ne suis pas RN, je ne suis pas le péniste, je n'ai jamais été, j'ai même plutôt combattu ces idées. Mais il faut reconnaître à un moment donné que voilà, elle a un rythme qu'elle respecte, elle a son programme, elle a sa vision, elle a l'expérience pour elle, Marine Le Pen. Il ne faut pas non plus le contester. C'est un plateau, c'est un plafond de verre plutôt pour Éric Zemmour ? Écoutez, moi, j'en sais rien. En parlant de verre, j'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense qu'il faut faire attention à chaque sondage. Alors, si l'un est au-dessus de l'autre, quand Éric Zemmour est au-dessus de Marine Le Pen, on enterre Marine Le Pen. Et puis, quand c'est l'inverse, on enterre Éric Zemmour. Je crois qu'on est loin encore de la borne d'arrivée. Et l'un et l'autre doivent rester humbles. Ce qui est intéressant quand même pour des candidats qui, quoi qu'ils en disent, ont en tout cas aux yeux de leurs électeurs un papier de cigarette entre deux. Je pense que c'est plus dans la méthode et que réellement sur le fond des préoccupations. Vous disiez que les électeurs du Rassemblement national sont plus préoccupés par le pouvoir d'achat. Je crois quand même que la marque du Rassemblement national, ça reste l'immigration et par voie de conséquence aussi le pouvoir d'achat. Donc je pense que ça reste des électorats très, très connexes qui peuvent observer tous les deux, et ça c'est quand même un petit peu nouveau et même révolutionnaire pour cette élection, c'est que si on cumule les deux électorats, ça fait pour des gens qui ont été l'un et l'autre extrêmement diabolisés, et si on rajoute le score de Nicolas Dupont-Aignan, ça fait combien ? 35 je crois. Ça fait même 36. Donc de fait, même si on persiste à dire qu'Emmanuel Macron c'est le dieu de l'Olympe qui n'est pas menacé, la somme de ces trois candidats devrait quand même l'amener à réfléchir. C'est là que c'est surprenant. C'est-à-dire qu'un tiers des Français aujourd'hui a l'intention, selon les sondages, de voter pour un candidat de ce que l'on appelle le camp national, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la possibilité en avril 2022 d'avoir une alternance avec le président Macron, d'avoir un autre système qui arrive, c'est-à-dire mettre fin à la mondialisation, mettre en place la priorité nationale. Et face à ça, certains jouent la division. Moi, je suis toujours très étonné de voir Éric Zemmour taper sur Marine Le Pen, ne jamais dire un mot sur Emmanuel Macron. Mais enfin, Marine Le Pen n'a jamais amené le pays dans la situation où il est. C'est Emmanuel Macron. Nous
notre adversaire, il est très clair. Oui, mais bon, c'est Emmanuel Macron. Stratégie de premier tour d'élimination, j'imagine. Emmanuel Macron. Et quand Marine Le Pen va à Alençon voir des policiers et des habitants, quand elle va à Mulhouse voir des infirmières, quand elle va à Yange voir des populations locales, etc., c'est pour être au contact des Français parce qu'elle se prépare à être présidente de la République. On peut imaginer une nouvelle fois une alliance avec un certain Nicolas Dupont-Aignan qui sera notre invité dans une demi-heure ou pas? Marine Le Pen lance... forcément bien marché la dernière fois. Marine Le Pen lance un appel à tous ceux qui veulent travailler avec elle. Vous savez, quand elle dit qu'elle veut faire un gouvernement d'union nationale dès avril prochain, même à elle Nicolas le Dupont-Aignan. Mais On est Nicolas Dupont, Dupont, s'il le souhaite, Nicolas Dupont-Aignan aura bien évidemment sa place avec nous. C'est naturel. Tatiana. Plusieurs choses. Ça me semble compliqué quand même que Nicolas Dupont-Aignan, si on est tout à fait honnête, revienne dans votre giron après ce qui s'est passé. Il faut quand même voir les choses de façon assez réaliste. Un peu compliqué à la fin. Deuxièmement, c'est vrai que ce camp des nationaux, il est important en effet, mais c'est vrai que et son émiettement pose un problème évidemment à votre camp. D'où la nécessité pour Marine Le Pen de ne pas trop taper non plus sur Éric Zemmour. Il faut aussi dire les choses. C'est-à-dire qu'on a assisté au début à un discours très globalisateur de Marine Le Pen et englobant pour Éric Zemmour. Elle a dû passer à l'offensive, donc commencer un peu à taper sur le camp d'Éric Zemmour parce qu'elle se faisait attaquer sur ses fondamentaux, ce qu'on vient de dire. Et là, on repart en effet sur le camp des nationaux, l'événement, etc. Mais vous savez comme moi que c'est assez impossible en fait cette réconciliation, juste pour une raison, c'est que vous n'allez pas chasser forcément sur les mêmes terres. C'est-à-dire que Marine Le Pen a aussi un problème avec sa base électorale qu'elle doit renforcer. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle va beaucoup sur le terrain. Les classes populaires sont aujourd'hui plus dans le giron de Marine Le Pen que d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, lui, il va plus sur des CSP+, c'est plus l'électorat François Fillon, un quart quand même, il faut le redire. Et puis c'est plus des plus de 65 ans, etc. On n'est pas sur Marine Le Pen et sur les jeunes aussi. On n'est pas vraiment sur les mêmes profils. Il faut quand même aussi dire les choses. Oui, au-delà mais des thématiques. c'est pas aussi caricatural. Vous seriez surprise d'apprendre, par exemple, que dans de nombreuses études, Marine Le Pen est la candidate numéro 1 des chefs d'entreprise. Ce qui n'est pas forcément l'image d'Épinal. C'est pas caricatural. Ce que je disais en quoi c'est caricatural de dire la classe populaire. Les électorats ne sont pas aussi... ce sont pas des niches marketing. Non, mais il y a des bases. En revanche, il y a des bases électorales. Vous le savez comment. Donc c'est beaucoup plus large que ça. Et justement, c'est l'erreur de certains de fonctionner par niche. Non, franchement, regardez les discours de Marine Le Pen, elle s'adresse à tous les Français. Parce que clairement, elle sait que pour gouverner, il faut l'union. Il faut la cohésion nationale. On a trop souffert de la méthode Macron qui est de diviser les Français pour mieux régner. Il faut maintenant passer à autre chose. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce phénomène de surprise que vous semblez pointer dans ces sondages qui mettent deux candidats quasiment d'extrême droite à 33%. Donc, avec Dupont-Aignan, ça fait 35%. Mais c'est le socle du deuxième tour. Enfin, je veux dire, quelque part, c'est au deuxième tour, Marine Le Pen, elle fait pas moins de 35%. Elle fait au moins ce score-là. De quelque part, au premier tour, ayant une offre, effectivement, dans cette partie de l'électorat. Il y a encore quelques mois, elle faisait 30%, elle toute seule, si je me souviens bien. Pardon ? Il y a encore quelques mois, elle faisait 30%, elle toute seule. Elle faisait 30% toute seule sur un premier tour. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, on voit bien dans cette démultiplication de candidats qui sont sur la même sensibilité de la droite radicale que c'est le score de la candidate Marine Le Pen au deuxième tour, à minima. Elle était même, je dirais, sondée à plus sur certains sondages en deuxième tour. Donc ça veut dire que ce socle-là, il ne descend pas de nulle part. Je veux dire, il existe sur un deuxième tour. Donc il n'est pas surprenant avec trois candidats qui sont sur les mêmes segments, sur les mêmes thématiques, et avec des axes de programme qui sont pas tout à fait les mêmes, mais quand même qui se rejoignent. Voilà, ils aspirent à faire l'alliance. S'ils aspirent à faire l'alliance, c'est qu'ils estiment qu'ils peuvent gouverner ensemble tous les trois. Gabriel Cluzel, il y a de la place pour trois dans cette droite nationale au premier tour, sans doute. Mais simplement, évidemment, il ne faut pas qu'il rate la marche du deuxième tour à force de se disperser. Ça risque d'être un peu compliqué. Ce que vous dites a quand même ses limites, parce que si l'on suit le raisonnement, Emmanuel Macron devrait être au-dessus de 50% dès le premier tour. C'est les alliances qui font ça, Gabriel. Justement, mais le résultat du deuxième tour n'a évidemment rien à voir avec celui du premier. Là, l'un ou l'autre, je dirais qu'Éric Zemmour ou Marine Le Pen, s'ils arrivent au second tour, peuvent encore espérer grappiller du côté des LR. Enfin, pour un résultat du premier tour, c'est quand même beaucoup. C'est les reports de voix, Gabriel, que j'évoquais. Les reports de voix possibles d'un premier et un deuxième tour. Les reports de voix possibles donc d'un premier et un deuxième tour pour une candidate qui est Marine Le Pen, c'est 35% minimum. Pour Emmanuel Macron, on sait très bien, on ne va pas se raconter l'histoire. Quand vous avez un Édouard Philippe, en 2017 qui a fait campagne contre Emmanuel Macron et qui est devenu son Premier ministre, pareil pour Bruno Le Maire qui était dans la primaire des Républicains et qui devient son ministre de l'économie, ça veut dire que les reports de voix, on sait où ils sont pour Emmanuel Macron. Ils seront
quand même dans la droite républicaine et ils seront un peu sur la gauche social-démocrate. Donc c'est là que Macron va chercher. J'ai bien compris le raisonnement, mais c'est difficile de comparer le premier et le deuxième tour. Mais surtout, ce qui me semble intéressant de dire, parce que vous avez parlé de niche marketing, mais pour moi, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que précisément le camp que vous appelez des nationaux, des gens qu'on peut appeler de diverses façons, enracinés, conservateurs à leur façon, en tout cas, même si le mot conservateur aujourd'hui est un peu dévoyé, tout ce qui permet de qualifier ce prisme-là a un point commun, en principe, c'est qu'il sort justement du prisme économiste et finalement assez marxiste, de la grille de lecture marxiste dans laquelle on essaie d'enfermer les Français. C'est-à-dire qu'il y aurait les CSP+, les classes populaires. Mais moi, je crois que le pari a été fait, en tout cas c'est ce que dit Éric Zemmour, et peut-être que Marine Le Pen a fait le même, de rassembler autour de l'amour d'une France, de la France, et que cela va au-delà et que leurs inquiétudes communes dépassent leur appartenance à telle ou telle classe sociale et donc à sortir de cette grille marxiste qui, à mon avis, est assez délétère. Et je vous garantis, d'ailleurs c'est amusant parce que mon voisin me dit « Oh, j'aime pas trop le mot conservateur, je préfère enraciner », mais c'est vrai que dans les CSP+, qui, dites-vous, votent Zemmour et qui ont les mêmes idées que finalement les enracinés qui votent Marine Le Pen, eh bien, il y a les mêmes inquiétudes sur l'immigration, sur l'identité française, sur l'éducation, sur la France du mérite, etc. etc. Tatiana Renard-Barzac. Quand même, il faut revenir à la genèse de ça, parce que beaucoup évoquaient la possibilité d'une candidature de la droite hors les murs. Éric Zemmour l'a incarné. Mais en fait, cette candidature, elle est née sur les cendres d'un parti, les Républicains, qui n'a pas eu de candidat naturel. C'est-à-dire que tout le monde attendait François Baroin, qui n'est jamais venu. Donc il n'y a pas eu de candidat naturel, de leader naturel pour incarner les idées à un moment clé, parce qu'il fallait une opposition forte à ce moment-là. On attend et par encore, ailleurs, sur des thématiques, et on attend encore, et en effet c'est très long, et sur des thématiques extrêmement fortes pour l'opinion publique. Et donc c'est vrai que la candidature d'Éric Zemmour n'était pas une surprise, puisque cette candidature de la droite hors les murs était attendue plutôt d'ailleurs du côté de Marion Maréchal, pour être tout à fait honnête, oui, vous le savez, et elle est arrivée plutôt du côté d'Éric Zemmour. Il y a loin de Marion Maréchal à Barouin quand même. Bon, mais il n'y a pas non plus, on peut dire aussi que ça se regroupe, disons que c'est un groupe, un regroupement. Mais c'est vrai qu'elle est née d'un vide en fait, d'un vide créé au sein de la droite républicaine, il faut quand même le rappeler. Et donc c'est en effet le camp des nationaux, mais avec quand même quelques différences malgré tout, puisqu'on ne mord pas complètement sur les mêmes électorats. Laurent Jacobelli. Vous savez, aujourd'hui, les Français, je crois, n'en peuvent plus de l'immigration subie comme elle est aujourd'hui. Ils le disent dans les sondages. Ils n'en peuvent plus de l'insécurité, ils n'en peuvent plus de la manière dont est gérée notre économie, c'est-à-dire les emplois qualifiés s'en vont, les entreprises délocalisent et on se retrouve dans une France vouée, en tout cas pour ceux qui la pensent aujourd'hui, à l'assistanat, à la consommation, et c'est à peu près tout. Nous, on croit en autre chose. Mais pour ça, il faut être crédible et il faut gagner au second tour. Or, quand on regarde l'ensemble des études, la candidate la plus crédible pour régler le problème de l'insécurité, c'est Marine Le Pen, de tous les candidats. Le problème de l'immigration, c'est Marine Le Pen, pour tous les candidats. Et celle qui a le meilleur programme économique en opposition à celui d'Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Il faut donc réunir les Français au deuxième tour. Et aujourd'hui, j'entends bien toutes ces candidatures. C'est la deuxième candidate qui ferait le plus les Français, me semble. Vous savez qui est le premier ? Éric Zemmour. Éric Zemmour. Tout à fait. Merci de le dire. Non, mais par rapport à ce que disait Gabriel Cluzet tout à l'heure, je pense qu'on a assez infantilisé les Français avec la gestion, la crise sanitaire. Il ne faudrait pas poursuivre avec l'élection présidentielle en, je dirais, scindant de camp ceux qui aimeraient la France. Donc Zemmour, Le Pen, Dupont-Aignan. Donc l'extrême droite aimerait la France et les autres n'aimeraient pas la France. Il faut qu'on arrête avec ça. Je pense qu'il va falloir qu'on soit un peu plus exigeant dans les débats, donc dans la profondeur des débats, dans les propositions qui sont faites, donc et dans la capacité à les réaliser, ces propositions. Parce que, vous savez, c'est toujours ce qui est désespérant pour les Français. Et s'il y a de moins en moins d'électeurs, c'est pas pour rien. Les promesses, elles sont là au moment des élections. Tout le monde va les faire. Hein. C'est le catalogue de la Redoute. Hein. Donc vous allez tout avoir. Gestion des flux migratoires, l'expulsion des clandestins, l'insécurité avec comparution directe, premier acte de délinquance sanctionné, donc plus de places de prison, plus de services publics, les salaires qui augmentent. Tout le monde va aller mieux. Et puis une fois que la conquête du pouvoir a été obtenue, l'exercice, on voit bien que c'est quand même plus compliqué. Et d'ailleurs, c'est ce que paye quelque part la droite républicaine aujourd'hui. C'est que Nicolas Sarkozy, les thèmes de l'identité nationale, les thèmes de carchériser les voyous, les thèmes qui consistaient à dire immigration subie, immigration choisie, ils étaient portés en 2007. Mais une fois qu'il était au pouvoir, il a réalisé peu de ce qu'il avait. La France qui travaillait plus pour gagner plus, donc ceux qui touchaient le RSA qui devaient une contrepartie à la collectivité, tous ces thèmes
même été porté, incarné, avec son énergie, avec son authenticité. On y croyait. Je veux dire, même les gens de gauche y croyaient. Et quelque part, patatrac, ça a déçu parce que l'exercice du pouvoir était totalement différent. Donc moi, je préférerais qu'on ait des femmes et des hommes en conquête qui nous disent la vérité. Éric Zemmour, il trouve son origine là, justement. Mais il trouve Faut remonter jusqu'à dans les Nicolas échecs Sarkozy. successifs depuis 15 ans, à l'évidence. Donc les échecs de ceux qui ont gouverné bénéficient aujourd'hui qui n'ont jamais gouverné et qui nous promettent pique-pente, je veux dire, qui sont capables de tout avec une baguette magique. La réalité, c'est que l'exercice du pouvoir, c'est autre chose. Donc il faut être sérieux. Il ne faut pas non plus qu'on soit sur Alice au Pays des Merveilles. C'est compliqué de gouverner notre pays, parce que le monde est ouvert, parce que l'Europe, il faut retourner la table, est-ce qu'on va être capable de le faire? Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir revenir avec courage, avec opiniâtreté, sans baguette magique. Donc, et ça, il va falloir effectivement qu'on nous dise comment. C'est important pour C'est que les Laurent Français y Jacobelli qui croient. nous parlait justement tout à l'heure de crédibilité, justement. Karim sur le Zeribi, sujet vous avez régalien. raison, il ne faut pas prendre les Au top Français... de la crédibilité, il faut mais pas par contre, prendre les d'accord, Français... sujet, il faut commencer pas- par le sujet économique. Ah bah, il faut pas, attendez, il faut pas prendre les Français pour des naïfs et s'il vous plaît, n'utilisez pas le terme extrême droite parce que vous savez très bien qu'il est galvaudé. C'est un peu trop simple de réduire le débat politique entre les gentils qui seraient républicains, qui seraient Emmanuel Macron et consorts, et l'extrême droite. Ah non, moi je parle d'une droite qui est non, républicaine, mais- qui est gaulliste traditionnellement, et puis d'une Je extrême suis- droite, à alors, droite de la droite. Je vais vous Mais c'est étonner. pas problématique. Je vais vous étonner. Je suis gaulliste et je n'ai pas. Et vous êtes une once républicain, on sait d'extrême bien. droite en moi. Donc ne faisons pas de caricature. Ensuite, vous avez raison. Il faut dire ce que l'on va faire et l'étayer. C'est ce que fait Marine Le Pen. Relisez son référendum sur l'immigration. Toutes les mesures sont détaillées sous forme de projet de loi. Elle explique comment on fera, comment on modifiera la Constitution et par quels moyens. Tout est écrit noir sur blanc. Quand elle propose de baisser la TVA sur les énergies, elle explique comment on va compenser 5,5, les 12 milliards qui sont en face. Quand elle dit que les augmentations de salaire de 10%, cette partie de l'augmentation ne donnera pas lieu à des charges sociales pendant 5 ans, elle explique comment elle fait, elle explique que cette mesure est raisonnable pour les entreprises et raisonnable 10% pour les SMICAR qui salariés. a 1250, Tatiana. avouez que c'est peu quand Mais- même. Attendez. Attendez. Quelqu'un qui se lève le matin et qui Ça, travaille plus la et baisse. qui gagne 1300 euros, Karim même Zeribi, 1400 euros. laissez-moi terminer ma Il phrase. ne peut pas vivre dignement de son travail, vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord, mais ce qui fera la différence, c'est le reste à vivre, c'est-à-dire l'augmentation du pouvoir d'achat qui est entre le salaire net et ce qu'il reste à la fin du mois. Et là, les propositions, notamment sur l'énergie, et il n'y a pas que ça, il y a la redevance audiovisuelle, il y a les péages, il y a plein de choses. C'est là aussi que se fera la différence. Vous avez raison, c'est complexe. Notre programme est complet. Donc je vous invite à le lire et vous verrez, ce ne sont pas des promesses en l'air. Tatiana Renard-Barzac, elle peut vraiment... Ouais. Il est quand même sur certains points complet, mais complexe aussi, parce qu'il y a certaines mesures, notamment les 200 euros par mois pour des familles modestes, ou certaines propositions, notamment la préférence nationale appliquée en matière de politique nataliste, qui sont complexes parce que pas forcément évidentes et surtout pas forcément constitutionnelles. Donc il y a certains points quand même qui posent encore question dans ce programme, qui doivent être étayés, expliqués et peut-être revus parce que pas forcément constitutionnels. C'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, la Constitution n'est pas conforme avec notre idée de priorité nationale et Marine Le Pen explique que nous modifierons la Constitution Comment par vous faites voie, sur l'Union européenne par voie référendaire pour permettre cette priorité nationale. Mais excusez-moi, c'est une évidence. Que les Français soient logés en priorité dans le logement social en France, c'est normal. Qu'ils aient une priorité à l'embauche, c'est normal. Qu'ils aient une priorité pour les allocations familiales, Il y a des lois en France qui voire font même que l'exclusivité, pour vous, c'est peut-être normal. mais c'est pas forcément Or, aujourd'hui aujourd'hui, c'est appliqué. je vous le dis parce que c'est une pas question le que je cas. connais comme beaucoup autour de cette table. Aujourd'hui, le logement social est très souvent réservé en priorité à ceux qui viennent d'arriver. C'est une situation intenable. Alors nous modifierons la Constitution pour remettre les Donc choses des référendums dans le pour bon tous les ordre. points de Karim Zeribi, programme. Vous savez combien de Français il y a dans les logements sociaux aujourd'hui? Donnez-moi le pourcentage. Alors je vais être très clair avec vous. Attention, il a bossé aujourd'hui. 50% des immigrés d'origine africaine sont en logement social contre 11% des Français. Alors, Ce seul ratio je vais vous vous dire. montre bien l'écart Non, mais- et vous montre bien qu'il y a de fait une préférence étrangère et qu'il y a de fait une priorité Français pour ceux d'origine qui viennent africaine. d'arriver. M. Jacobelli, je pense qu'il faudrait immigré. être plus rigoureux. Aujourd'hui, on a 12 millions Oui, monsieur le de professeur. Français et d'étrangers qui sont dans les logements sociaux. Il n'y a pas de professeur. Moi, je suis un consultant, j'ai fait de la politique et je suis passionné de politique. Et je travaille un peu les dossiers. 85% des logements sociaux sont occupés par les Français, 15% par des étrangers. C'est ça le chiffre en France. Alors après, on peut. C'est pour ça que je disais qu'il faut être sérieux quand on fait une campagne. Mais je suis présidentielle. sérieux. Il y a surreprésentation. Oui, non, mais 15% dans le d'étrangers, logement social. 85% de Français. Ne me dites pas aujourd'hui que les Combien étrangers d'étrangers sont majoritaires dans les logements sociaux J'ai français. pas- non, vous pas vrai. Excusez-moi. C'est ça que je me demandais si c'était des Français d'origine africaine. C'était ma question. Je n'ai pas dit ça. Je vais répondre à toutes vos questions. Il y a un feu nourri, donc c'est compliqué. Je n'ai pas dit que les logements sociaux étaient majoritairement
occupés par des étrangers, j'ai dit que le pourcentage d'étrangers en logements sociaux était exponentiel par rapport au pourcentage de Français. Or, il y a aussi des Français qui sont dans le besoin et qui ont besoin d'un logement social. Donc voilà, là, c'est très clair. Et donc, il est anormal, je le répète, qu'il y ait une surreprésentation par rapport au nombre qu'ils sont des immigrés et des étrangers dans les logements sociaux. Gabriel. Je le répète. Et vous n'allez pas les rendre Karim Zeribi, il faut construire des logements sociaux pour les Français, alors. C'est pour l'attribution des futurs logements sociaux. Ouais. On va mettre personne à la rue, rassurez-vous. Gabriel. Non, mais moi, j'entends Karim Zeribi qui dit qu'il ne faut pas infantiliser les Français, mettre de côté ceux qui aiment la France et ceux qui ne l'aiment pas. Mais en amour, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. C'est un proverbe. Voilà. Oui, bah, on les attend, ces preuves. On les attend, ces preuves d'amour. Et en réalité, on aimerait qu'on parle de la France, mais il ne se passe rien. Il n'y a aucune preuve d'amour qui est démontrée. Et à commencer par ses frontières, parce que la France, c'est d'abord une géographie avec des contours. Et on voit bien, nous sommes devenus une ZAD ouverte à tout vent. Et c'est bien pour ça que Éric Zemmour, comme Jean-Marie Le Pen, monte dans les sondages. Par ailleurs, vous parlez... Jean-Marie Le Pen, ça fait longtemps qu'il faut changer. Il faut changer de logiciel. Il y a des lapsus révélateurs, Gabriel. Attention. Il y a des lapsus révélateurs. Et par ailleurs, vous parlez des logements sociaux. Moi, j'aime pas qu'on se cache derrière son petit doigt. Je préfère qu'on parle de façon claire. Et d'ailleurs, Guy, lui, il y a bien expliqué. Les logements sont occupés majoritairement par des gens issus de l'immigration. C'est vrai. Alors, vous dites qu'ils sont français qui sont issus de l'immigration. Peut-être qu'aujourd'hui, ils sont français, mais c'est vrai qu'être français ressemble aujourd'hui à... On trouve la nationalité française un peu dans une pochette surprise. Il faut quand même le dire. On te pose et on ira du côté de Marseille. Continue. Avec, vous allez voir des dealers qui font leur promo, qui font leur pub carrément pour leur point de deal. Je sais pas si vous êtes au courant, on en parle dans un instant. A tout de suite. De retour toujours en direct sur le plateau de Punchline. Merci encore de votre fidélité. On est toujours avec Karim Zeribi qui est consultant CNews, Tatiana Renard-Barzac qui est journaliste politique, Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, et Laurent Jacobelli qui est porte-parole du Rassemblement national. On aura décidément tout vu. Enfin presque. Du côté de Marseille, depuis plusieurs jours maintenant, une vidéo pour le moins surprenante circule sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un clip tourné par des vendeurs des quartiers sud de la ville pour donner un maximum de visibilité à leur point de deal, adresse, horaire d'ouverture. Rien n'a été oublié. Valentine Leboeuf. Ce n'est pas un clip de rap, mais bien une vidéo pour promouvoir un point de vente de stupéfiants. Les dealers promettent aux clients un accueil chaleureux et un service continu de 11h à 2h du matin. Une nouvelle façon d'attirer les clients, qui ne surprend pas les forces de l'ordre. Jusqu'à présent, on avait pu constater qu'il y avait des photos, des images, des adresses sur certains réseaux sociaux en termes de points de deal. Bien là, on l'a maintenant sous forme de clip. C'est encore, je le dis, une étape supplémentaire dans le marketing. Le clip tourné dans un quartier au sud de Marseille utilise tous les codes de la publicité. Des images de drones, de la musique et même la présentation de la marchandise. Les liens pour contacter les vendeurs ne sont plus actifs, mais la vidéo circule encore sur plusieurs réseaux sociaux. Les dealers ont été floutés, mais les enquêteurs cherchent à les identifier. Laurent Jacobelli, les dealers sont devenus rois du marketing. Je pense que l'on paye là des décennies de laxisme et surtout de tolérance malvenue. C'est-à-dire que beaucoup ont imaginé qu'en laissant prospérer le trafic de drogue dans certaines cités, on permettait d'avoir une économie souterraine qui évitait des émeutes, on permettait d'avoir une forme d'activité illégale, c'est vrai, mais qui maintenait une activité économique. Je pense qu'il faut en tirer toutes les leçons et maintenant faire appliquer la loi et la faire appliquer durement, avec sévérité. Des dealers qui ressortent de prison... On peut le faire efficacement sur les réseaux sociaux ? Écoutez, ce qui se passe là, c'est l'étape d'après, c'est-à-dire qu'ils en arrivent au marketing viral, parce qu'on les a laissés faire leur commerce, on les a laissés prospérer, on les a laissés étendre leur territoire, ils narguent la police, parfois même ils l'attaquent comme si c'était un gang adverse, et bien ils passent à l'étape d'après que font tous les industriels ou tous les commerçants, ils font de la pub, mais vous savez, c'est pas nouveau. Si vous écoutez un certain nombre de paroles, de chansons de rap notamment, l'apologie de la vente de la drogue y est fait en toute impunité. Donc les conséquences sont terribles en matière sanitaire, en matière de sécurité, en matière d'éducation, puisque des jeunes, des mineurs ne vont plus à l'école, parce que quand on gagne 300 € par jour en surveillant un point de deal, eh bien beaucoup sont détournés de la scolarité. Et bien face à ça, il faut une police qui a les moyens et une justice qui fait son boulot. Or aujourd'hui, il faut le dire, Karim, la justice est beaucoup trop laxiste sur ces dealers. C'est de la provoque ou c'est juste du business ? C'est les deux. C'est les deux et c'est surtout de la délinquance et de la criminalité.
parce que, je veux dire, derrière ce clip-là qui est bien enjolivé, qui donne le sentiment que c'est du marketing pour un produit légal et autres, c'est des règlements de compte, c'est des jeunes de 13-14 ans qui quittent l'école et qui deviennent des guetteurs, c'est des quartiers qui sont mis en coupe sombre et des habitants qui ont peur de rentrer, qui sont contrôlés. C'est une vie qui est dramatique, c'est dévastateur, les effets de ces trafiquants et de ces caïds. Donc, mais c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. Qu'ils adoptent les codes, je veux dire, marketing quelque part d'une société commerciale, j'allais dire traditionnelle. Ils ont ubérisé pendant la crise de la Covid, ils allaient faire du service à domicile, qui Snapchat là, parce qu'ils savent très bien que ça reste pas sur les réseaux, donc ils font des soldes, c'est effrayant. Et là, et là, ils digitalisent quelque part leur business. Il n'y a qu'une manière. Impuissant. Je pense qu'il ne faut pas qu'on perde de temps sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on soit sur le terrain surtout. Qu'on a rassuré les habitants qui sont pris en otage par ces gens-là et que ces gens-là, on les arrête et que la justice soit très sévère avec eux. Il n'y a que ça à faire, je veux vous dire. Donc éviter que certains plus jeunes aient envie de ressembler à cela. Ce ne sont pas des héros des cités, ceux-là. Ce sont des malfrats qui donnent, je dirais, des exemples dramatiques pour les plus jeunes. Alors qu'à côté de ça, il y a des gens qui sont en lycée technique, lycée professionnel, qui ont des CAP, des BEP, des bacs pro, des bacs plus 5, ils baissent la tête, donc ils rasent les murs, comme s'il fallait avoir honte d'être dans le droit chemin dans certains de ces quartiers. Non. Donc, et on n'est pas dans les quartiers nord, on est dans le 10e arrondissement de Marseille. Donc c'est les quartiers sud. À côté, pas très loin, on a les calanques. Donc ce que je veux vous dire, c'est que là aussi, il faut arrêter d'avoir toujours l'image de ces cités dramatiques. C'est pas les favelas, nos quartiers populaires qui sont devenus des quartiers sensibles. Donc il faut surtout ne pas tomber dans des circonstances atténuantes liées à la condition sociale, au lieu d'habitation, machin et tout. C'est pas vrai. Donc on peut y vivre, on peut être honnête, comme l'immense majorité des habitants le sont. Il faut être très ferme avec ces gens-là. Ils font un mal fou à tout le monde. Blasé, voire désabusé. Écoutez le sentiment des policiers marseillais. On va écouter Rudy Mana. Écoutez, aujourd'hui, je suis un peu entre le pathétique et le blasé. Le pathétique, parce qu'on peut voir qu'ils font un clip qui est plutôt pas mal fait. Alors, de surcroît, il faut savoir qu'ils utilisent un drone pour faire ce clip, sachant que le Conseil constitutionnel interdit à la police d'utiliser les drones. Et le blasé, parce qu'effectivement, on est à Marseille, et à Marseille, on a déjà tout vu. Alors, ce genre de clip existait déjà, on l'a déjà vu une ou deux fois auparavant, mais fait d'une manière aussi bien avec un drone, etc., on ne l'avait jamais vu. Donc, vous voyez, on n'est plus surpris de rien, en fait, ici à Marseille. C'est ça notre vraie difficulté. Gabriel Cluzel, à ce rythme-là, les policiers vont se démobiliser? On le comprendrait, mais c'est vrai que ce que montre surtout cette exposition sur les réseaux sociaux qui sont prompts à censurer tout un tas de choses, mais visiblement pas aussi promptement qu'on le vaudrait, ce genre de publication. On trouve plus le clip et pas mal tourné. Voilà, ça a eu le temps de pas mal tourner. Ça montre qu'il y a une impunité totale et qu'il y a une forme de provocation ironique. Ça n'a pas pu échapper à ceux qui l'ont fait. Évidemment, on se paie la tête des flics, du gouvernement et donc des Français. Mais tous les jours, autour de cette table, nous venons commenter une actualité de ce genre-là. Donc tant que rien ne bouge, tant qu'une guerre totale n'a pas été déclarée à la drogue, on ne voit pas pourquoi ça ne continuerait pas. Évidemment, leur petit commerce, pourtant, autrefois, le gouvernement dit qu'il a déclaré cette guerre totale. Il parle d'une stratégie d'une grande fermeté. Ça, c'est le mot de Gérald Darmanin. Ne jamais oublier. Visiblement, ils ont très peur. Ils sont terrorisés. C'est un bras d'honneur, encore une fois, à l'autorité de l'État et surtout au président Emmanuel Macron, qui est quand même venu début septembre annoncer un grand plan à Marseille. Il est revenu depuis. Différentes mesures fortes, avec notamment des moyens matériels. Je rappelle, 300 effectifs supplémentaires de police. Je crois qu'il y avait 500 caméras de surveillance supplémentaires. 300, pas d'un coup, attention. Non, d'ici fin 2022. D'ici fin 2022, oui. Il y aura des départs aussi à la retraite. De façon progressive. Donc, avec des moyens supplémentaires pour les policiers, donc plus de bleus sur les terrains avec plus d'effectifs. À mon sens, un petit souci quand même, pas assez de moyens annoncés pour la justice, qui est quand même le pendant dans cette histoire et le maillon faible de cette problématique à Marseille. Et donc ça, c'est quand même là où le bas blesse à mon sens. Et avec quelque chose d'intéressant, mais c'est exactement la question que vous posiez. Je pense que l'accent aujourd'hui, il doit aussi... Je me souviens, le président avait dit on ne n'est ni chômeur ni dealer.
L'accent aujourd'hui doit être mis à la fois sur évidemment le volet répressif et sur plus de bleus sur le terrain, mais aussi comment on arrive à extraire ces jeunes des quartiers populaires et comment on arrive à faire qu'ils ne soient pas happés par ces deals extrêmement, qui leur apportent beaucoup d'argent. Je rappelle, sachant qu'aujourd'hui on recrute même deal, à Paris pour venir sur Marseille. Non, mais un point de deal, c'est 50 000 euros par jour en moyenne. 50 000 euros par jour. Un dealer, un guetteur, il peut gagner 2 400 euros par mois en étant juste guetteur. À 12 ans. Donc, évidemment qu'il y a un problème aussi. Comment on fait pour extirper les jeunes de cela économiquement, socialement? Comment on fait pour qu'ils soient remis sur le chemin de l'entrepreneuriat, du travail? Comment est-ce que les entreprises arrivent à faire confiance à ces jeunes des quartiers nord ou des quartiers sud? Bref, comment on fait pour les extirper cette pression sociale parce qu'en fait, les extirpe comment? En leur faisant peur, en durcissant les peines ou plutôt en travaillant le volet? Non, il y a un volet répressif social évident et qui, à mon sens, est tout à fait insuffisant. Il y a eu des annonces, mais elles sont insuffisantes et c'est absolument dramatique de voir que en fait, ces défiances sont permanentes sur les réseaux sociaux à l'autorité. Mais il y a aussi tout un volet qui est plus social, économique, qui est très important aussi. D'abord, il ne faut pas faire semblant de découvrir les choses. Depuis des années, sur les murs de certaines cités, il y a les tarifs des différents produits stupéfiants qui sont affichés avec des heures d'ouverture, avec des barrières, avec des gardiens qui ouvrent ou qui ferment la porte pour les clients. Tout ça est connu depuis des années. Donc il y a une co-responsabilité, il faut le dire, de gouvernements ou de dirigeants qui savent et qui n'agissent pas. Il faut le dire. Deuxièmement, il faut toute la panoplie des mesures. Il faut très vite appeler le roi du Maroc et lui dire mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays où aujourd'hui vous avez autorisé, légalisé la plantation de cannabis? Qu'est-ce qui se passe sur les transferts de fonds? Pourquoi on ne construit pas de places de prison supplémentaires? J'ai eu l'occasion récemment... On peut vraiment regarder le roi du Maroc les yeux dans les yeux et lui dire ça? En tout cas, il faudrait, je pense qu'on est en moyen de négocier avec lui. Oui, tout à fait. Vu l'argent qui va dans le sens France-Maroc, on a les moyens de discuter avec lui. Mais surtout, les agents pénitentiaires avec qui je parlais récemment m'expliquaient que les caïds, dans leurs cellules, ont des téléphones, des ordinateurs, et ils gèrent leur business à distance. Tant qu'on tolérera ça, eh bien les jeunes dont vous parlez, et vous avez raison de le souligner, seront en danger. Et puis pensons aux habitants. Vous parliez des quartiers nord et des quartiers sud. Malheureusement, en banlieue parisienne, dans d'autres banlieues, c'est pas l'apanage de Marseille. C'est peut-être plus emblématique et caractéristique, mais ça existe ailleurs. Ces habitants, c'est vrai, logements parfois mal entretenus, mais surtout une insécurité permanente, des femmes qui n'osent plus sortir après 20 heures, des gens à qui on demande leur carte d'identité pour rentrer chez eux, pour être sûr qu'ils sont bien habitants et non pas policiers. Des femmes qui ont peur de s'habiller trop court pour des principes religieux, le trafic dans les couloirs, tout cela est insupportable. Il faut ramener de l'ordre dans ce pays, ça demande de la fermeté, de la justice et arrêter de prendre les voyous pour des victimes. Il est encore temps? Il est surtout nécessaire de regarder les choses en face et arrêtons de dire que c'est qu'à Marseille que se passent ces choses-là. Aujourd'hui, même dans les centres-villes, de toutes les métropoles, les villes, il s'en passe. Avignon, je vous rappelle quand même qu'un fonctionnaire de police a été tué en plein centre-ville, tiré dessus par un dealer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quartier difficile, sensible, centre-ville, zone un peu plus périphérique aujourd'hui. On parlait d'Alençon, on parlait de Cavaillon, quasiment au cœur du Luberon, 23 000 habitants. Je veux dire, on a des règlements de compte. Donc, ça veut dire qu'on a nécessité de se mobiliser partout. Et pas de trouver des lieux emblématiques, tels les quartiers nord de Marseille, pour déclarer une guerre à je ne sais qui, alors que les choses perdurent et ne font que, gagner du terrain. Moi, je pense qu'il faut changer de mode opératoire. Longtemps, on a dit il faut taper la tête de ces réseaux. Je suis désolé, on a affaire à des entreprises criminelles. Les entreprises criminelles, comme toutes les entreprises, ont besoin de main-d'œuvre. Il faut taper la main-d'œuvre. Si vous n'avez pas de guetteurs, de chauffeurs, comme on dit, de petits soldats, vous n'aurez pas d'entreprise criminelle. Or, à force de dire, on va aller chercher celui qui est en haut. Celui qui est en haut, il n'est plus en France. Il faut qu'on arrête de se raconter l'histoire. On met des années d'enquête et on laisse effectivement la main-d'œuvre prospérer, organiser le réseau. Et quand vous avez un fonctionnaire de police qui met la main sur un guetteur en flagrant délit, parce qu'ils sont là avec des masques, avec des lunettes, ils sont sur des banquettes, donc ils contrôlent l'entrée et la sortie des cités. Il y a 48 heures de garde à vue et derrière, on ne peut rien faire. Il y a une impuissance juridique face à cette main-d'œuvre-là. Donc, il faut commencer par le commencement. S'il n'y a pas de main-d'œuvre qui joue le rôle de checkpoint dans les quartiers, d'entrée, de sortie, de contrôle, d'information quand la police rentre, avec des cris, des choses comme ça, si ceux-là ne sont pas là, le trafic n'est pas tenu. Commençons par là. Pourquoi on ne tape pas la main-d'œuvre? En plus, cette main-d'œuvre, elle est mineure,
elle est jeune, elle est désocialisée, elle rentre dans la délinquance. C'est au tout début qu'il faut les enlever de là, les mettre dans des centres d'éducation renforcés pendant 12 mois ou 24 mois, le temps qu'ils réapprennent les règles de vivre ensemble, le respect des règles de la République, qui sortent avec un CAP, un BEP. Je suis désolé de vous le dire, moi je ne suis pas fataliste. Encore faut-il qu'on change de modalité d'intervention qu'on donne les moyens aux fonctionnaires de police qui sont sur le terrain et qui ne se découragent pas. Ils ont beaucoup de mérite, je vous le dis moi. Hein. Parce que quand vous faites tomber un réseau, 3 jours après, il y en a un autre qui se met en place. Ça donne l'impression que c'est un puissant fond. Tapons la main-d'œuvre. Et là, vous verrez qu'il n'y aura plus de soldats. La main-d'œuvre, vous l'avez dit, ce sont des mineurs. Aujourd'hui, les mineurs, on les traite comme des enfants de la comtesse de Ségur qui ont piqué le cerceau du voisin. Donc, c'est absolument inadapté aux activités des mineurs et la délinquance des mineurs actuellement. Donc, je ne suis pas sûr que ça serve. D'ailleurs, ils le savent bien. C'est pour ça qu'ils prennent des mineurs. Du reste, on avait eu le témoignage fort intéressant sur CNews de ce guetteur qui expliquait, de toute façon, nous, on sait qu'avec les vices de procédure, en plus, on va s'en sortir. Effectivement, il y a un problème de point-virgule dans le procès verbal. Tout tombe, c'est quand même assez ahurissant. Par ailleurs, moi, je suis assez d'accord avec mon voisin sur le plan du Maroc. On sait, moi, j'ai eu un douanier récemment au téléphone qui m'expliquait que tout arrivait du Maroc et que finalement, on ne faisait rien alors qu'on avait des moyens de fait, un peu comme on l'a dit à propos des obligations de quitter le territoire, de faire pression sur ces pays-là. Moi, je parle sous le contrôle d'un ancien député européen. Je crois qu'on avait donné au Maroc des subventions pour arracher les plants de cannabis. Alors, je ne sais pas où ça en est, mais visiblement, ça n'a pas atteint le résultat escompté. Mais si ça avance c'est quand même... Non, mais par ailleurs, il faut arrêter... La solution, si ça avance pas, c'est qu'il y a un problème. Oui, mais il faut arrêter aussi l'immigration. Parce que l'immigration, on le sait, est un terreau pour la drogue. Et c'est évident, parce que pour les raisons que l'on a dit, le Maroc, etc. D'ailleurs, vous disiez, Karim Zeribi, vous parliez de chouffé. Chouffé, c'est pas un mot norvégien. Voilà. Et le trafic de drogue a un lien avec l'immigration. Et par ailleurs, je voudrais terminer, les migrants qui viennent d'arriver sont une proie facile pour les dealers parce qu'ils n'ont pas de boulot, ils ne parlent pas français et c'est le premier travail simple qu'on peut leur faire faire. Donc toutes ces questions-là, elles doivent arrêter d'être tabous. Oui, sauf que faire ce raccourci-là me semble compliqué parce que vous oubliez un détail, c'est qu'il y a quand même aussi les consommateurs et donc il restera toujours des consommateurs. On est quand même le pays où il y a le plus de consommateurs de stupéfiants en Europe et donc ça restera quand même un souci. Donc vous aurez beau aller vouloir arrêter l'immigration pour qu'il y ait moins de vendeurs, il restera malheureusement des consommateurs. Donc c'est un problème qui n'est pas forcément lié à l'immigration. Il y a moins de consommateurs. Loin de là. D'abord, si je peux me permettre, aujourd'hui, consommer du cannabis, c'est le même procès verbal que de ne pas porter son masque dans la rue. Donc il y a quand même une échelle des peines qui n'est pas respectée. Il faut effectivement aussi taper sur les consommateurs, ce qui n'empêche pas. C'est ce qui est fait par le gouvernement. Non, c'est ce qui n'est pas fait par le gouvernement, ce qui n'empêche pas d'ailleurs. Il y a les amendes. Oui, d'abord, les amendes forfaitaires, c'est ce que je dis, c'est le même prix que le port du masque. Pratiquement, c'est 155 €. Beaucoup de personnes, souvent, ne les payent pas. Vous les mettez combien ? Je ne sais pas, mais beaucoup plus pour que ça soit dissuasif. Parce que sinon, vous avez une consommation des classes sociales les plus aisées pour lesquelles 155 €, c'est rien, que c'est juste le ticket d'entrée pour consommer de la drogue. Donc il faut maintenant être plus répressif. Et quand j'entends aujourd'hui qu'il faut légaliser le cannabis, les bras vous en tombent. Parce que est-ce que vous croyez que ceux qui chauffent, comme on dit, que ces dealers vont demain déclarer la TVA, vont payer l'URSSAF ? Pas du tout. Il y aura toujours un trafic plus lucratif, quitte à mettre toujours plus en danger la vie des êtres humains qui sont en face. Donc on peut à la fois taper sur les consommateurs et arrêter l'immigration, je vous rassure. Surtout, est-ce que vous savez comment se termine le clip que vous avez montré ? Non. Eh bien, vous avez un type en moto qui arrive et qui fait un règlement de compte et qui tue un autre dealer. Voilà comment se termine le clip. Voilà ce qui est aujourd'hui assumé par ces gens. C'est clairement, et vous avez employé le bon terme, un bras d'honneur à la République, un bras d'honneur à nos valeurs. Alors jusqu'à quand va-t-on se laisser faire ? Juste pour finir ce débat, le thème que vous évoquez, la légalisation du cannabis, c'est un débat aujourd'hui qui est au sein de tous les partis politiques, c'est-à-dire des personnalités même de la majorité, c'est pas forcément que à gauche, etc. ont ce questionnement parfois en se disant, au final, est-ce que ça peut être une solution, pas la solution, mais est-ce qu'on peut pas mettre ça sur la table et en débattre ? Des députés, même de LREM, en parlent et même deux rapporteurs ont fait un rapport sur ce sujet et considèrent que ça peut être un débat qui doit avoir lieu pour essayer de trouver des solutions alternatives. Je vous rassure, nous sommes à 100% contre chez nous au Rassemblement National, si ça peut vous rassurer. Mais un débat nécessaire ou pas ? On peut toujours débattre de tout, c'est un principe. En revanche, autoriser ce qui est aujourd'hui illégal, c'est pas régler le problème. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui, Laurent Jacobelli. Merci. Porte-parole du Rassemblement National. Dans un instant, à votre place, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. À tout de suite.
De retour sur le plateau de Punchline, toujours en direct. Merci encore de votre fidélité. À 17h passé de 55 minutes, toujours avec Karim Zeribi, consultant CNews, Tatiana Renard-Barzac, qui est journaliste politique, Gabrielle Cluzel, qui est directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, et Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Président de Boulevard France, candidat, bien sûr, pour la 4e fois, si je ne m'abuse. Troisième fois. Troisième fois. Pas, je l'élection. je vous ai vieilli. Je suis désolé, monsieur. Dupont. Aignan, on parle de l'élection présidentielle dans un instant, mais avant cela, cette dernière minute, la stupeur et l'incompréhension la plus totale du côté de Sablé-sur-Sarthe. La joggeuse, on vous en a beaucoup parlé, disparue, puis retrouvée vivante, elle est âgée de 17 ans, reconnaît finalement avoir menti. Les précisions en Mayenne pour CNews de l'envoyé spécial de CNews, il s'agit de Mickaël Chailloux. Eh bien, écoutez, 6 heures d'audition et l'on vient d'apprendre par un communiqué de la procureure de Laval que la jeune fille avait menti de A à Z, j'ai envie de vous dire. C'est dans le communiqué de la procureure, elle indique ne pas avoir été enlevée et s'être rendue elle-même à Sablé-sur-Sarthe. Il n'y a donc pas eu d'enlèvement, pas eu de ravisseur, pas eu de véhicule camionnette comme elle avait pu l'indiquer dans ses premières déclarations lorsqu'elle a été entendue au CHU d'Angers. Elle indique même que ces blessures, puisqu'on avait parlé de traces de sang, ces blessures sont d'origine accidentelle. Elle a même découpé son t-shirt avec une paire de ciseaux. Le parquet qui indique ce soir que la jeune femme s'est dit désolée d'avoir causé une telle mobilisation. Je vous rappelle que jusqu'à 200 gendarmes ont été sur le terrain avec hélicoptères, avec même des chevaux, des motos, 2 escadrons de gendarmes mobiles, si ma mémoire est bonne, pour rechercher cette jeune femme dans la journée de mardi et mercredi. Elle est actuellement prise en charge par ses parents. On l'a vu d'ailleurs repartir de cette gendarmerie de Château-Gontier avec ses parents. Et le parquet indique, c'est une information importante, qu'elle pourra faire l'objet d'une procédure pour dénonciation d'infraction imaginaire, car l'enquête nécessitera, c'est ce que précise le parquet, de recueillir des éléments relatifs à sa personnalité susceptibles d'éclairer les raisons de son comportement, en clair, d'essayer de comprendre pourquoi elle a menti. Mickaël Chailloux depuis la Mayenne pour CNews. Nicolas Dupont-Aignan, président de Boulevard France et candidat à l'élection présidentielle, est avec nous dans Punchline. À 6 mois de cette élection fatidique, est-ce qu'on y voit un petit peu plus clair, oui ou non? Ce sondage, regardez Odoxa pour l'Obs, 25% pour Emmanuel Macron, 18% pour Marine Le Pen, 14% pour Éric Zemmour, encore 12% pour un certain Xavier Bertrand. Bonsoir Gauthier Lebray, vous êtes l'envoyé spécial de CNews à Bordeaux. Éric Zemmour reprend donc sa tournée promo pour son livre, ses sondages. Est-ce que ça préoccupe le camp de l'essayiste? Est-ce qu'il est en quête d'un second souffle? Eh bien écoutez Patrice, on l'a croisé tout à l'heure à son arrivée à la gare de Bordeaux. Il nous a dit ne pas connaître ou mal connaître les instituts de sondage qui le testent à 14% en baisse. Donc c'est la première fois qu'il recule depuis la rentrée. On va vous montrer la salle dans laquelle il va s'exprimer devant 1300 personnes ici à Bordeaux. Vous voyez la scène sur laquelle Éric Zemmour va s'exprimer sur les images de Florian Paume. Une conférence sur le thème de l'économie. Vous voyez sur chaque chaise, désormais c'est une tradition, un petit don pour faire un petit papier pour faire un don. Et je vous propose justement d'écouter Éric Zemmour à son arrivée à la gare de Bordeaux qui réagit au sondage qui le voit en baisse pour la première fois depuis la rentrée. Vous savez, je ne suis pas un spécialiste des sondages, je lis ce qu'on m'explique, voilà, comme tout le monde. Hein. Je ne connaissais pas, je vous avoue, les instituts Odoxa et Lab. Donc, ce qu'on m'explique, c'est que d'abord, dans ces sondages-là, je n'ai jamais été devant Marine Le Pen. Déjà, c'est bizarre. Alors que les grands instituts me donnaient devant Marine Le Pen plus d'une reprise et de plus en plus éloigné. Un grand institut, c'est un institut qui est ancien, qui est reconnu, qui est, vous voyez, l'IFOP, par exemple. Pour le reste, bon, on attend de voir, on attend les prochaines vagues de sondages. Vous savez, voilà, on peut rien prévoir. Gauthier Lebray, Éric Zemmour s'est un peu lâché sur sa principale candidate à droite. Oui, il a dit ce midi au sujet de Marine Le Pen face à la presse écrite, nous n'avons pas les mêmes goûts, je le cite, elle c'est les chats, moi c'est les livres. On sentait une petite pointe de mépris de la part d'Éric Zemmour pour Marine Le Pen. Marine Le Pen qui lui rend bien, elle a redit aujourd'hui au salon Made in France qu'Éric Zemmour avait une image dégradée des femmes. Elle répète assez régulièrement qu'il est misogyne. Éric Zemmour qui a aussi attaqué tous les candidats au congrès des Républicains. Il a trouvé le débat particulièrement ennuyant, on aurait dit une réunion d'alcooliques anonymes. Voilà ce qu'il nous a dit. Valérie Pécresse, c'est une jupée en jupon. Xavier Bertrand
Mitterrand, un homme qui préfère les communistes aux identitaires, Michel Barnier, un technocrate qui découvre au bout de 40 ans que le droit européen est un handicap pour lutter contre l'immigration. Et enfin, Philippe Juvin, je ne sais pas qui c'est, dit Éric Zemmour, sans doute un très bon médecin. Vous voyez qu'il était particulièrement offensif ce midi face à la presse. Et puis à noter qu'une manifestation contre la venue d'Éric Zemmour est organisée non loin du Palais de Congrès, ici à Bordeaux. Merci beaucoup Gauthier Lebray avec les images de Florian Paume du côté de Bordeaux. On vous retrouve tout au long de cette soirée sur CNews. Vous en pensez quoi de cette bataille Zemmour-Le Pen? Elle ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que justement, moi je n'ai qu'un adversaire, c'est Emmanuel Macron. Et j'ai décidé de ne pas parler des concurrents. Je dirais même, je n'ai qu'un adversaire, c'est le déclin de la France, la misère de nos compatriotes, le chômage, la baisse du pouvoir d'achat. Et je crois que s'ils s'entretuent, qui s'entretuent, c'est leur problème. Vous les connaissez bien, vous trouvez ça dommage, vous trouvez ça... Ça ne m'intéresse pas. Vous trouvez que pas. c'est le jeu politique? Vous savez, j'étais toute l'après-midi au salon du Made in France. J'ai vu des chefs d'entreprise, des gens courageux, qui produisent, qui ont besoin qu'on baisse les charges, que je propose dans mon bouquin, qui ont besoin qu'il y ait de la formation pour trouver des salariés. Je vais faire une campagne sur des propositions, des solutions. J'ai été maire 22 ans d'une ville que j'ai sauvée de la faillite. J'ai jamais critiqué mes adversaires et mes concurrents. Parce que les Français en ont ras-le-bol de ce petit jeu politicien. Alors, très bien, eh bien, qui s'amusent entre eux, moi j'ai autre chose à faire. Cette droite nationale, c'est quand même 32% sur les compiles, 35% si on ajoute vos intentions de vote. Est-ce qu'il y a de la place pour vous? Mais c'est pas la droite nationale, c'est la France. Moi, je suis gaulliste. Je considère qu'on ne battra Macron que si on a un projet de rupture sérieuse, crédible et rassembleuse. Vous savez, la France est en danger de disparition, je le pense, du moins de disparition comme un pays libre. Nous sommes dans la soumission et la division. La soumission entraîne la division, les polémiques. Est-ce que les Français veulent vraiment sortir du macronisme? À ce moment-là, on le fait sérieusement. Moi, je sais que les sondages ne sont pas comme les autres, mais j'ai quelques mois. Et j'ai quelques mois pour dire aux Français, prenez quelqu'un de sérieux, qui a un projet solide. Et tout le reste, c'est de la littérature. Et je dis aux Français, notamment, qui ne votent plus, mobilisez-vous. Si les 20 millions de Français qui ne sont pas pris en compte dans les sondages, parce que les sondages, c'est sur les gens qui sont certains d'aller voter. Si les 20 millions de Français qui ne votent plus, qui sont écœurés, se précipitent aux urnes le 10 avril, eh bien, tout peut changer. Vous irez jusqu'au bout? Mais vous plaisantez? Non, je vous pose la question. Eh bien, bien évidemment. Parce que jusqu'au bout, je connais une fable que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup appris quand j'étais à l'école. C'est la tortue et le lièvre. Et je suis quelqu'un de très travailleur et de très têtu, ou du moins d'opiniâtre. Et j'aime mon pays, je sais ce qu'il faut pour lui, j'ai envie de proposer cela. Je suis le seul à avoir écrit un livre où j'explique comment on finance. Où va le pognon? Comment oui, parce que 100 milliards d'euros par an de fraude et de gaspillage pour rebâtir la France? C'est très bien les grandes polémiques, mais moi j'explique comment je vais financer mon projet, comment je vais baisser les charges de ceux qui produisent en France, comment on va reconstruire l'hôpital et recréer des hôpitaux de proximité, comment on va permettre aux Français de gagner plus quand ils bossent. C'est ça qui intéresse les Français. Marine Le Pen ou que Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan. Et pourtant on a l'impression que chez les deux autres candidats ça imprime et que pour vous ça imprime. Mais vous n'en savez rien. Mais pourquoi maintenant vous voulez décider maintenant? Mais ça marche pas comme ça les élections. Je connais tellement de gens qui ont caracolé en tête et qui se sont effondrés. Ce qui compte, c'est qu'au moment voulu, nos concitoyens aient le choix. Et c'est pas les sondeurs et c'est pas les médias qui vont décider. Ce sont les Français. Et je ferai tout pour qu'ils aient le choix et qu'ils se disent tiens, celui-là peut-être qu'on l'entend moins, mais est-ce que c'est pas plus sérieux pour justement battre Macron? Parce que vous savez, j'ai connu 2017. Et justement, j'ai connu ce choix. Et vous savez combien il y a eu d'abstentionnistes et de bulletins nuls au second tour? 4 millions. Il y a 4 millions de Français qui n'étaient pas d'accord avec le choix du second tour. Et il y a eu 12 millions d'abstentions. Et vous croyez qu'on va redresser la France sans les Français? Et je dis aux Français, vous êtes responsables de votre situation. Et moi, je vous propose quelque chose de nouveau qui va vous permettre de reprendre en main votre destin. Ça, c'est le gaullisme. Et le gaullisme, c'est le destin de la France qui appartient aux Français. Et ce qui m'intéresse, c'est pas d'être élu pour être élu, c'est pour rendre le pouvoir aux Français. Et c'est ça qui va changer. Et on a quelques mois, et rien n'est décidé. Et ce sont les Français qui vont décider, je peux vous le dire. Et je suis très convaincu là-dessus. Je réagissais à quoi? Pardon? À ce qu'il en a dit ou oui, tout à fait. au sondage?
ce qui vient d'être dit, moi j'ai 3 questions quand même à vous poser. D'abord, vous nous dites j'irai jusqu'au bout. Où en êtes-vous de vos parrainages? Est-ce que vous avez toutes vos signatures? Je vais vous répondre. Deuxièmement, j'attends les 2 autres comme ça. Deuxièmement, c'est vrai qu'en fait, on voit quand même que vous êtes quelque part pris en tenaille, si je peux me permettre, entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, parce que vous aviez fait alliance avec Marine Le Pen lors des dernières élections. Au deuxième tour. Vous avez une partie de votre camp qui est partie pour aller rejoindre notamment Éric Zemmour. Est-ce que vous pensez que vous pourrez aller jusqu'au bout? Est-ce que vous en avez les moyens matériels et surtout bien sûr. les moyens humains aussi? Je vais vous répondre. On est un parti présent dans toute la France. Il y en a une troisième. Ah oui, il y en a une troisième. Non, mais finissez parce que c'est... Non, mais on est présent dans toute la France. On est, vous savez, il y a cette belle phrase du général de Gaulle, droit, fidèle, le bon sens. Et contrairement à ce que vous croyez tous, parce que le choix que j'ai fait au second tour, que j'assume totalement, a fait croire aux journalistes, mais pas aux Français, que je me situais dans le camp de, je vous entendais, droite nationale. Mais mon électorat, les gens qui votent pour moi et qui disent voter pour moi, il y en a qui viennent de la gauche républicaine, il y en a qui viennent du centre, il y en a qui viennent de la droite. Les Français, je voudrais que vous compreniez une chose, et je les vois dans la rue, je les vois dans les réunions, je les vois partout. Ils appartiennent pas à des partis. Il y a des Français qui votent un coup LR, un autre coup qui s'abstiennent, qui votent Front National parce qu'ils ne sont pas contents sur un autre point. Mais les Français n'appartiennent pas à des écuries. Les Français, ils sont désabusés de la vie politique, ils sont écœurés qu'on parle toujours de sondages, de médias, de machin, ils n'ont pas envie que vous décidiez à leur place. Je dis rien, moi. Non mais oui, enfin on a bien compris. Pas vous personnellement, mais on a bien compris le jeu des médias qui nous emmerdent, pardonnez-moi, avec les sondages, matin, midi et soir. Et les Français, ils veulent trancher par eux-mêmes. Ils sont un peu écœurés. Et moi, mon boulot d'homme politique, à ma façon, avec mes défauts, mes qualités, c'est de leur dire, ça sert à rien d'aller manifester sur des ronds-points, parce que j'ai beaucoup soutenu les Gilets jaunes à un moment, et je leur ai dit, ça sert à rien d'aller manifester la nuit sous la pluie, c'est courageux, mais si vous n'allez pas voter après. Et il y a le choix. Et il y a un moment où il faut qu'on dise aux Français ce qui en compte, ce qui est en jeu. C'est comment on va augmenter votre salaire et comment on va le financer. Comment on va, par exemple, j'étais avec un maire au téléphone et je vais vous répondre, qui me disait, il n'y a plus de médecins dans mon coin, on a un médecin pour 9000 habitants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de leur apporter des propositions. C'est ça qui m'intéresse. Tout le reste m'indiffère. Sur les parrainages avance bien, mais je reconnais que c'est plus dur qu'avant. Et c'est très intéressant. Pourquoi c'est plus dur ? Parce que beaucoup de maires sont écœurés, en ont assez d'avoir des intercommunalités, vous savez, ces grandes intercommunalités qui décident de tout, un État très bureaucratique, et le sentiment pareil, que ce qu'ils voient à la télé ne correspond pas à leurs attentes. Et c'est pour ça que je réponds. C'est pour ça ou pour le fait que c'est rendu public et que ça embête? C'était rendu public la dernière fois. Il y a un ras-le-bol. Et il y a une perte de confiance. Et c'est pourquoi je vais, vous voyez, demain je vais dans l'Aisne, lundi dans Lyon, mardi dans les Ardennes. J'ai fait 30 déplacements, je vais voir les maires que je connais. Et ils savent que j'étais maire 22 ans. Et je leur dis, permettez-moi de proposer aux Français une autre politique et surtout une attitude différente. C'est ça qui m'intéresse. Donc on verra. Je ne suis pas sûr de les avoir. Mais ce que je sais, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne les auront pas. Vous en avez combien à peu près c'est mon secret de fabrication. Voilà. Non, mais nonobstant les éléments relatifs au programme de Nicolas Dupont-Aignan, que je ne commente pas parce qu'on ne les a pas là, il n'a pas le temps de les développer. J'aimerais sur sa posture, je trouve je dirais une dimension intéressante. Il dit « Je ne veux pas invectiver mes concurrents. Je ne veux pas tomber dans les attaques en dessous de la ceinture. » C'est ce que nous a dit Nicolas Dupont-Aignan à l'instant. Je trouve que c'est ce dont cette élection présidentielle a besoin. Qu'on ne rajoute pas à la violence de notre société de la violence dans le débat politique. Or, c'est un écueil que certains candidats, je dirais, n'évitent pas. Le parler cash n'a pas ses vertus? C'est pas le parler cash. Excusez-moi, attaquer les gens en dessous de la ceinture, dire que Marine Le Pen préfère les chats aux livres, c'est pas parler cash, ça. C'est volontairement attaquer Marine Le Pen en la faisant passer pour une inculte. Dire que le débat des Républicains était un rassemblement, une réunion d'alcooliques anonymes, excusez-moi, c'est manquer de respect le plus basique à ceux qui doivent rentrer dans le débat politique à un moment donné. C'est pas comme ça qu'on apportera une réponse au problème des Français.
C'est pas comme ça qu'on portera une vision du pays. C'est pas comme ça qu'on sortira des problèmes que nous rencontrons et qui sont réels, de pouvoir d'achat, d'insécurité, la nécessité de gérer les flux migratoires, renverser la table au sein de l'Union européenne pour pouvoir retrouver une forme de souveraineté et d'indépendance, retrouver de la voix sur le champ diplomatique à l'échelle du monde. On a des enjeux colossaux. Et c'est pas en disant que les uns ne sont pas compétents, que les autres ne lisent pas assez, que l'autre est... je ne sais pas qui c'est, Juvin. Excusez-moi, mais Juvin, il met sa blouse tous les jours donc pour aller soigner les Français. Un peu de respect quand même pour ceux qui s'engagent en politique et qui ont un métier. Donc je trouve qu'il faudrait que nous rentrions sur le fond, uniquement sur le fond des sujets qui touchent les Français, qu'on apporte des réponses concrètes et qu'on ne se fasse pas plaisir en insultant les uns ou les autres. Gabriel Cluzel. Non, bon, après, ce genre de petites phrases, ça fait partie de l'exercice, si j'ose dire, d'attaquer les concurrents. Ah bon ? À mon avis, là où c'est dangereux pour lui, c'est quand il attaque des concurrents avec lesquels il n'est pas destiné à s'allier. On va dire que voilà, ça fait partie du jeu. Attaquer Marine Le Pen, par exemple, c'est un peu compliqué parce que potentiellement son électorat peut être amené à voter pour lui. Mais on peut dire la même chose de Marine Le Pen quand elle attaque Éric Zemmour. C'est compliqué pour eux de se distinguer sans insulter l'électorat de l'autre, sans blesser l'électorat de l'autre. Ça, c'est un vrai sujet. C'est comme les primaires des LR, quoi. C'est une primaire non dite. Sur un thème d'autant plus sensible que sur ses propos sur les femmes. Éric Zemmour est quand même très attaqué. Il s'en prend une candidate femme et avec un propos. Oui, non, mais vous savez, il faut faire attention parce que non, mais une jupée en jupon. Non, mais enfin bon, après, moi, je vais pas commenter à l'infini les propos d'Éric Zemmour, mais il faut faire attention parce que si vous voulez le faire baisser, c'est pas le meilleur moyen parce que je pense qu'il est monté justement parce qu'il a osé dépasser le politiquement correct. Parler d'un jupé en jupon, c'est pas très très grave, franchement. C'est une expression de la langue française de dire enfin, moi je trouve pas ça très grave personnellement. Non, ce que je trouve intéressant. Non, mais oui, non, mais voilà, non, mais pardon, on va. Mais non, mais Karim Zeribi, pardon. Mais Jean-Luc Mélenchon pourrait dire machine en jupon, ça très même fait. Non, ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez dit, c'est sur les abstentionnistes. Parce qu'à mon avis, c'est un vrai sujet dont personne ne parle. Et c'est l'angle mort de ces élections. Et je pense notamment à droite, puisque c'est votre camp. Il y a eu beaucoup de déménagements. Exactement. Tout le monde tape sur le fait que puisque c'est les présidentielles, les gens vont voter. Mais en fait, pour parler donc de ce camp de la droite, je pense que beaucoup pensent que voter est devenu inutile. Qu'en fait, ça ne sert à rien. Quand ils votent LR, on fait une autre politique. Et quand ils votent Marine Le Pen, de toute façon, ils n'ont pas d'élu. Donc, etc. Ça s'est décliné à l'infini à droite. Donc ça, c'est un vrai sujet et c'est un point sur lequel les sondages donnent finalement peu d'impression et on voit qu'ils sont... Pardon ? Je pense que ça dépasse ces gens de droite. Je pense que l'ensemble des Français sont dans cette disposition. On continue le débat dans un instant, on est très très en retard. Une page de pub, on se retrouve dans un instant. On parlera notamment de travail noir avec ce manque à gagner de 18 milliards d'euros, vous savez, par an. De manque à gagner de 18 milliards d'euros par an, le travail noir, on en parle dans un instant. A tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline, Karim Zeribi, consultant CNews, Tatiana Renard-Barzac, qui est journaliste politique, Gabriel Cluzel, qui est directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, et Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, candidat à l'élection présidentielle. On sait ce que vous avez fait aujourd'hui, monsieur le candidat. Oui. 830 exposants et un succès croissant, c'est vrai, d'année en année, cette période de pré-campagne présidentielle. Le salon Made in France est un passage obligé, décidément, pour tous les candidats. Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, Marine Le Pen, Valérie Pécresse et un certain Nicolas Dupont-Aignan. Aujourd'hui, regardez ce que ça donne. Vous pouvez me dire, les vêtements que vous portez, lesquels ont été fabriqués en France ? Tous. Belleville. On s'arrête là. Non, Vuitton. Vuitton. Dans le Val d'Oise. Vuitton, d'accord. Chaussettes, Missègle. Chaussures, Limoges. Chemise, je sais pas, c'est une vieille, je suis désolé. Cravate. Je sais pas du tout. Et on s'arrête là. Ça, c'est roumain. Ah. Il ne faut pas que le produit français soit réservé aux plus riches. Est-ce que je peux vous demander si vous savez où ont été fabriqués vos vêtements ? Et je le sais. Alors, je vais vous dire mes chaussettes en France. Parce que j'ai acheté spécialement les chaussettes, je demande les chaussettes en France, la chaussure en France. Ça, je ne suis pas sûr. Le complet, je ne suis pas sûr. La chemise en France. Voilà. Très dur. Mais très dur. Au moins, vous êtes honnête, Nicolas Dupont-Aignan. Il y a les chaussettes et vous êtes venu avec. C'est au moins ça. Et je n'avais pas fait exprès. Heureusement, j'ai regardé mes chaussettes quand la journaliste a posé la question. Vous êtes dit ouf. Je manque de métier parce que j'aurais dû m'attendre à ce type de questions.
Et puis, j'ai pas réfléchi en venant. Et j'ai regardé mes chaussettes. Je me suis dit, bah, heureusement, je les achète en France et je fais attention. Mais c'est tellement difficile. Le Made in France, c'est à la vente, mais est-ce que ça s'achète? Comment? C'est à la vente, mais est-ce que ça s'achète? Est-ce que ça peut marcher? C'est un problème de compétitivité. C'est un problème d'offre. C'est un problème de filière. Mais ce qui me réjouit, pas tant que ça, c'est ce qui me réjouit quand même par rapport à il y a quelques années. Moi, je suis venu au salon du Made in France depuis le premier jour, il y a 8 ans. Il n'y avait pas un leader politique, à l'exception, faut être honnête, d'Arnaud Montebourg. Faut être honnête. Il a toujours été présent. Mais à part nous deux, Yves Gégaud, on n'était pas nombreux. Donc, ce qui me réjouit, c'est qu'il y a une prise de conscience liée à l'affaire Covid. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on en parle beaucoup, mais que la traduction dans les actes n'est pas faite. Et je vais vous donner un exemple tout à fait symbolique, et pas que symbolique d'ailleurs. 5 milliards d'euros de masques importés de Chine et du Vietnam, d'Asie, grosso modo, alors que le président de la République a inauguré à grands frais des usines de producteurs français qui se sont mobilisés, et l'État, la sécurité sociale et les autres commandent les masques en Asie. Donc, on ne peut pas d'un côté lancer nos entrepreneurs et leur dire « produisez français », si en même temps, tous les acteurs publics, pour des raisons de prix, achètent à l'étranger, et surtout, s'il n'y a pas une baisse des charges, et c'est ce que je propose avec ce crédit impôt produire en France que je propose, c'est-à-dire que quand on investit des bénéfices sur le sol français, je propose que l'impôt sur les sociétés soit divisé par 2. Quand en revanche, on investit les bénéfices à l'étranger, ou qu'on le donne aux actionnaires, ou qu'on fait du rachat d'actions, là, pas de diminution. Et ce que je regrette vraiment, c'est que le grand CICE de François Hollande, vous vous souvenez, on nous a dit 20 milliards de baisse de charges. Ça n'a pas été ciblé. Il faut que toutes les baisses de charges soient ciblées sur les entrepreneurs qui réinvestissent sur le sol. Et là, vous verrez que les entrepreneurs, ils ne sont pas idiots. Hein. Ils vont où ils peuvent gagner de l'argent. Ils vont vraiment jouer le jeu ? Mais ils auront intérêt. Le problème de fond, tiens, j'ai vu, je ne vais pas être long, mais j'ai vu un chef d'entreprise, il exporte dans le monde entier, sur le salon. Je le connais bien parce que je le vois chaque année. Il m'a dit 10 millions de chiffre d'affaires. Sur les 10 millions de chiffre d'affaires, il paye 850 000 euros pour, en gros, les prélèvements sociaux. Le même producteur importateur qui importe 10 millions du même produit de Chine, il paye 150 000 euros. Donc, au jour d'aujourd'hui, toujours en France, si vous êtes producteur, vous payez plus que si vous êtes importateur. Il faut donc qu'on change notre système d'assises de notre système social. Sinon, vous aurez toujours plus d'importateurs. Est-ce qu'on pourra changer les mentalités en France? Oui, mais parce que les Français commencent à acheter avant tout français. Les Français, vous savez, ils rêvent d'acheter français si c'était pas plus cher. Et si ils le savaient. Vous savez que Lactalis, c'est quand même une histoire de fou. Lactalis, l'horrible producteur de lait qui exploite les agriculteurs, les éleveurs, a attaqué l'État français. Attaqué l'État français parce que l'État avait décidé de mettre le drapeau tricolore sur les briques de lait produites en France. Et la Cour de justice de l'Union européenne a désavoué l'État et a donné raison à la multinationale française. Moi, je demande qu'on ait une étiquette sur tous les produits qui permettent de savoir où c'est produit. C'est quand même pas là, c'est quand même la moindre des choses. Au Japon, aux États-Unis, vous savez où est produit ce que vous achetez. Après, libre au consommateur d'être civique, d'être favorable, d'être pas favorable, de faire un arbitrage. Mais on ne peut pas en France. Vous savez où est acheté votre complet, votre cravate? Vous savez où est ces produits? Non. Bon. Donc c'est la base. Une étiquette, un crédit, impôt, production pour les producteurs. Et dernier point, la commande publique. 75% de la commande publique dans des entreprises françaises au terme d'un quinquennat. Allez, on avance. Pardon, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il y a une loi qui interdit cela. Il y a un problème de concurrence. En fait, il y a une mise en concurrence nécessaire entre les candidats. Bien sûr. Et donc la loi française, il y a des critères très précis, critères environnementaux et critères, je sais plus. Justement. Il y a deux critères je veux les modifier. Je veux les modifier. Comme aux États-Unis, vous avez bien sûr, et vous avez le Buy American Act. Le Buy American Act, qui est une loi américaine. Et quand Vuitton, vous parliez, ou c'est Montebourg qui parlait de Vuitton, passons, mais quand Vuitton a voulu exporter aux États-Unis, il a construit une usine aux États-Unis. Quand Airbus a voulu exporter aux États-Unis, il a construit une usine. Ce que je demande, j'interdis pas moi les entreprises étrangères, mais s'ils veulent
vendre en France, ils doivent produire en France. Non, mais on est un peu au cœur du débat de cette présidentielle, me semble-t-il, avec ce sujet, si on élargit effectivement le spectre. En fait, on a banni de tous les programmes politiques depuis 30 ans le mot autorité. C'était un gros mot. On ne parle pas d'autoritarisme, on parle d'autorité. On a banni le mot de souveraineté nationale, au nom d'une Europe fédérale. Donc, quand même, la souveraineté nationale, c'est dépendre, je dirais, et maîtriser son destin. On a banni le mot protectionnisme économique. On avait l'impression qu'on se barricadait ou qu'on ne voulait vivre sur un îlot tout seul. La réalité, c'est pas ça. C'est qu'on voulait, à un moment donné, protéger notre économie et nos entreprises. Et il faut dire quand même, il faut le rappeler, que 98% de notre tissu économique sont des PME. Et des TPE dans notre pays, qui ont besoin d'être soutenus parce que la concurrence est déloyale. Elle est totalement déloyale. Donc il faut qu'on les soutienne. Sinon, ils vont crever petit à petit, mettre la clé sous la porte, une entreprise la faute à qui? se détruit. La faute au fait qu'on ait refusé, on se soit amputé à un moment donné d'une politique de protectionnisme au nom de traités européens. Donc, et c'est là où il faut dire, là aussi, Europe des nations, c'était un gros mot. Non, mais excusez-moi, Karim à un moment donné. Donc il faut qu'on reprenne les choses à la base. Et qu'on donne la possibilité à ceux qui produisent chez nous de gagner de l'argent, de s'y retrouver, et aux consommateurs donc de ne pas sentir, je dirais, porter un coup à leur portefeuille s'ils achètent français. C'est le vrai défi qui se présente quand on parle de réindustrialisation, de relocalisation. On ne pourra pas le faire si on s'appuie seulement et si on subit les traités européens actuels. Karim Zeribi, vous dites on a banni. Non, on était un certain nombre ceux qui gouvernent à le dire. Et à chaque fois, on nous disait protectionnisme. Je ne demande pas du protectionnisme. Mais moi, oui. Je demande le rétablissement. Non, moi, je demande du patriotisme économique et je demande le rétablissement d'une concurrence loyale. Dans un match de foot, il y a un arbitre. Quand vous pensez que les douaniers du Havre m'expliquent que les conteneurs arrivent au Havre et que la norme européenne n'est même pas respectée. C'est-à-dire que, vous savez, les chefs d'entreprise français ne demandent pas le protectionnisme total, ils demandent une concurrence loyale et ils demandent que l'État arrête de favoriser les importateurs, grande distribution, grandes sociétés, et une politique de PME. Et moi, je souhaite nommer à Bercy un ministre qui soit un ancien chef de PME. C'est tout bête, ça paraît gadget, pas du tout. Parce qu'en vérité, la politique économique de la France est faite pour les entreprises qui ont déjà délocalisé. Et tout l'enjeu, et vous avez raison, c'est les territoires, c'est en fait de réinciter, d'aider ceux qui produisent, de les favoriser. Pourquoi le protectionnisme vous dérange? Quand vous êtes un élu local aujourd'hui, excusez-moi, je vais au bout de ma réflexion. Oui, quand vous êtes un élu local aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de mettre la priorité sur vos entreprises locales. Moi, j'appelle ça du protectionnisme. Non, moi, j'appelle ça du choix intelligent. Ça n'est pas un gros mot, parce que je préférerais même, je vais vous dire, et les Français seraient d'accord avec moi, que nous choisissions une entreprise locale, régionale, même à payer un petit peu plus cher, bien sûr. Donc, pour que derrière, l'emploi reste chez nous. Alors, et nos entrepreneurs c'est un problème de mots. J'appelle ça patriotisme économique. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi bien contents de vendre à l'extérieur. Et ne tombons pas dans le piège du mot protectionnisme. Disons simplement, déjà, on rétablit les conditions loyales. On baisse les charges de ceux qui produisent en France, donc on favorise l'investissement, on recrée des filières et on permet à chaque consommateur de choisir. Ça serait déjà pas mal. Vous mettez l'impôt sur les sociétés à combien? Divisé par 2 pour les bénéfices réinvestis sur le sol français, ça fait du 15% au lieu du 30%. Ça change tout. Ça change tout dans les arbitrages. Et Trump l'a fait aux États-Unis. Trump l'a fait aux États-Unis et ça a marché. Pourquoi on ne le fait pas nous en France? Ouais, non, moi je pense qu'il faut faire attention là aussi à pas tomber dans l'économisme et prendre ça avec un peu de hauteur. Et en fait, ce que vous voulez faire et ce qui est au cœur de cette campagne, c'est réinjecter de la France en France, tout simplement. Et c'est vrai dans tous les sujets. Le sujet qui nous a occupés dans l'heure dernière, l'immigration, c'est ça. C'est simplement dire les Français, ils sont français et de ce fait, c'est une lapalissade en France. Ils bénéficient d'avantages liés au fait d'être français. Voilà, c'est des choses absolument idiotes qu'il faut remettre au cœur du sujet. Et en matière d'économie, c'est pareil. Comment expliquez-vous que dans les supermarchés, que vous êtes dans le Lot-et-Garonne, on vous vend des légumes qui viennent de partout dans le monde, sauf du Lot-et-Garonne, ou alors ceux du Lot-et-Garonne
sont horriblement chères. Donc évidemment, il y a un souci majeur quand on pense que les forêts françaises, qui étaient magnifiques dans certains départements, ont complètement périclité. On va acheter du bois en Chine et qu'aujourd'hui, nous sommes le carton, le papier, la filière périclite parce qu'en Chine, ils n'arrivent plus à fournir. Donc tout cela est devenu fou. En fait, ce que la majeure partie des Français demandent, je pense, à gauche comme à droite, est de remettre de la France dans la France. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et de ce fait, le mot protectionnisme n'est pas un gros mot, mais vous l'appelez patriotisme, mais il peut aussi s'appeler protectionnisme. Si vous voulez, le problème, le diable se niche dans les détails. Je défends ça depuis 20 ans, donc je ne vais pas vous dire vous avez tort. Simplement, ce que j'aimerais, c'est qu'au-delà des mots, parce que tout le monde en fait reprend ces mots, mais au-delà des mots, on change les règles du jeu. Parce que encore aujourd'hui, le président de la République parle de souveraineté, de patriotisme, de France, etc. Mais dans les faits, les règles qui s'appliquent sont des règles qui favorisent les importations. Et ça n'existe dans aucun autre pays au monde. C'est ça qui est délirant. C'est que oui, madame, moi, quand j'étais maire, je voulais qu'on achète dans le coin, par exemple, les carottes, je voulais des carottes de l'environnement proche pour mes cantines. Eh bien, c'est le représentant du ministère à mon appel d'offres qui disait « vous n'avez pas le droit ». Et j'ai été... Ils l'ont marqué dans le rapport de la Cour des comptes sur ma gestion. Il a osé acheter des carottes à côté. C'est complètement fou. Donc, si on ne change pas les règles du jeu, on dira il faut plus de France, il faut tout ça, mais dans les faits, tout est fait pour délocaliser. Et en ce moment, vous savez ce qu'on délocalise en ce moment ? À cause de la crise Covid et du télétravail ? Les centres d'appel. J'ai un médecin... Ça fait longtemps que ça fait longtemps. Mais non, mais ça s'aggrave. Attendez. Ça fait longtemps. Mais ça s'aggrave. Un centre d'appel d'un petit médecin, où ils sont 4 dans un cabinet médical, vient d'être délocalisé au Maroc. Il y avait une standardiste. Une. Il n'y en a plus. Et ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre une règle du jeu différente. C'est tout. Donc, on en parle tout le temps et on fait le contraire. Alors c'est mieux d'en parler, allez, on avance. Mais il faut passer aux actes. Avec ce chiffre, 18 milliards d'euros de manque à gagner, la France pourrait-elle, oui ou non, dans la lutte contre le travail au noir ? Certaines entreprises, vous le savez, font appel aux travailleurs clandestins pour éviter de payer les charges sociales. Certains travailleurs ne veulent pas être déclarés pour cumuler des allocations ou ne pas payer tout simplement d'impôts. Face à ce fléau, les contrôles vont être renforcés. Cela dans les prochains jours. On voit ça avec Marine Mutzet. 18 milliards d'euros par an, c'est le manque à gagner lié au travail clandestin en France. Si la loi l'interdit, selon ce magistrat, il est très simple de contourner les règles. Soit vous utilisez les documents d'identité d'un copain ou de quelqu'un de la famille, et donc c'est une usurpation d'identité, et donc là vous travaillez sous une autre identité avec un bon numéro de sécurité sociale, soit vous faites de la fraude documentaire, et le grand classique c'est d'utiliser des faux papiers originaires d'un autre pays européen, puisque quand vous êtes de l'Union européenne, vous n'avez pas besoin d'un titre de séjour avec autorisation de travail, et là vous rentrez dans le système facilement. Dans les secteurs les plus touchés par le phénomène, le taux d'établissement en fraude lorsqu'ils sont contrôlés est de 29% dans le gardiennage, 23,6% dans les transports routiers ou encore 21,3% dans les hôtels, cafés, restaurants. En cas de contrôle, les employeurs risquent gros. Soit il fait semblant de ne pas voir, soit effectivement il se fait avoir aussi. Oui. Mais en théorie, il est quand même censé contrôler et les sanctions sont importantes. D'abord, l'emploi d'étrangers sans titre, il y a des peines de prison qui sont prévues, mais surtout vous avez des sanctions financières. Plus de 17 000 euros par salarié étranger sans papier qui est employé. On estime à 2,5 millions le nombre de travailleurs clandestins en France. Nicolas Dupont-Aignan, 18 milliards d'euros de manque à gagner par an. C'est une priorité de s'attaquer au Oui, il y a une autre. Moi, j'en ai parlé dans mon bouquin où j'ai fait une synthèse de toutes les fausses cartes vitales dont a déjà parlé d'ailleurs M. Prats, mais j'ai voulu reprendre tous les rapports parlementaires. La fraude à la Sécu. Par exemple, ce qui est ahurissant sur l'affaire, bon, il y a cette fraude-là, mais il faut baisser les charges aussi sur le travail. Parce qu'il faut aussi s'interroger sur la pression fiscale générale. Mais vous avez aussi les fraudes aux cartes vitales qui sont délirantes, parce que ce qui est délirant, c'est que là, on n'est même pas comme le Made in France dans une prise de conscience. C'est-à-dire qu'on est encore dans la politique de l'autruche. C'est-à-dire le déni de réalité. Et quand vous pensez que la France se déchire sur la réforme des retraites, 5 milliards d'euros, d'accord ? Et vous avez, j'ai recensé 100 milliards, ici ou là, et tout est documenté, qu'on laisse filer. Alors j'aimerais que l'État, au lieu de contrôler les passes sanitaires avec des QR codes partout, peut-être s'occupe de contrôler les choses élémentaires. Les escroqueries à la TVA, c'est pas les petits entrepreneurs, c'est pas le café et restaurant. Les escroqueries à la TVA, c'est des gangs organisés qui soutirent 20 milliards d'euros à l'État chaque année. Des gangs. Rien n'est fait.
La Belgique l'a fait. J'ai fait un rapport parlementaire là-dessus. Ce qui est complètement fou, c'est qu'on a l'impression dans notre pays que la haute administration d'État, et donc le pouvoir politique, s'attaque toujours aux petits et ne s'attaque pas aux gisements de pétrole, c'est-à-dire d'argent qu'il y a. Mais pour ça, il ne faut pas prendre ses ordres chez les GAFA, il ne faut pas faire Choose France à Versailles avec toutes les multinationales. Il faut à un moment réhabiliter le producteur, le consommateur. Et être un peu plus juste, c'est un peu. Vous connaissez l'histoire de Robin des Bois ? Un petit peu. Oui, ben voilà. Je vous renvoie au dessin animé de Walt Disney. S'attaquer au travail au noir, c'est une priorité pour vous ? Je pense que l'État républicain n'est pas si faible que ça en réalité si on pouvait lutter contre toutes les fraudes, et notamment cette fraude au travail au noir, cette fraude aux prestations sociales, à la sécurité sociale, cette évasion fiscale qui existe aussi dans le pays. Quand on cumule l'ensemble de ce qui échappe à l'État républicain, on pourrait quand même être beaucoup mieux loti sur le plan budgétaire pour renforcer nos services publics, plus de police, plus de santé, plus d'enseignants, plus de justice. Et je pense que j'ai l'impression qu'on dit tous les 5 ans et qu'on le fait jamais, non ? Et moins d'impôts et de taxes, parce qu'on est le pays le plus taxé du monde. Et moins d'impôts et de taxes. Ce qui éviterait les fraudes aussi. Mais il y a un sujet que vous n'avez pas évoqué, je me permets de le souligner, contre ce travail au noir. Bien sûr qu'alléger les charges, mais augmenter les salaires, ce serait pas mal quand même. Tout à fait. Parce que je vais vous dire, donc aujourd'hui, qu'est-ce qui freine souvent quelqu'un aussi à vouloir être déclaré ? Je vais vous le dire, la réalité c'est qu'on en croise tous. Celui qui touche 800 € de chômage et qui dit je vais faire un job à 1200 € par mois, ben je vais avoir 2000 € pour pouvoir vivre à peu près dignement. Parce qu'avec 1200 € par mois, ben les Français ne vivent pas dignement. Oui, c'est une réalité. Et avec des métiers en plus difficiles, parce qu'on parle de gardiennage, on parle de transport routier, on parle d'être dans les cuisines de restaurants, on parlerait du BTP, ce serait pareil. Ça veut dire que les métiers les plus difficiles, qu'on qualifiait de métiers essentiels il y a quelques mois, essentiels, ah les mots ils sont beaux. C'est comme quand on soutient nos forces de l'ordre. Ils sont fantastiques. Mais à quand on résout le problème des heures supplémentaires, des salaires, je dirais, modiques pour un gardien de la paix, des conditions de travail détestables, les risques qui sont encourus. Les mots, à un moment donné, il va falloir que ça se transforme en actes concrets. Un Français au SMIC aujourd'hui, il ne peut pas vivre dignement de son travail. C'est une vérité. Je propose une solution simple, mais difficile à mettre en place. C'est que le net rattrape le brut. Vous savez que le chef d'entreprise paye presque 1600 € à SMIC, 1500 et des poussières, et le salarié, la part entre le brut et le net, c'est énormément accru parce que les charges salariales ont augmenté. Et je propose, et c'est la mesure phare de mon projet présidentiel, un 13e mois, ou un 14e s'il y en a déjà un 13e, un mois supplémentaire, ça représente une augmentation de salaire de 8%. 8% pour tous les Français salariés à 3 fois le SMIC, ça coûte 20 milliards. C'est exactement le coût de la fraude aux cartes vitales. Vous financez tout ça avec ces fraudes, d'accord. Oui, mais à une condition, parce qu'il ne faut pas raconter non plus n'importe quoi aux Français. C'est qu'il faut être capable de lutter contre ces fraudes pour pouvoir redistribuer l'argent. Parce que si on dit aux Français, comme font tous les candidats en ce moment... On avait dit ça il y a 5 ans, personne ne l'a fait. Oui, mais parce que Emmanuel Macron ne l'a pas fait. Mais parce qu'il ne s'est pas attaqué aux fraudes. Si vous vous attaquez aux fausses cartes vitales, il y en a plusieurs millions, et que vous dites aux Français, moi je dirais aux Français, tout ce que j'économiserai sur les fraudes, je vous le rendrai en augmentation de salaire net. Ça ne pèsera pas sur l'entreprise, mais ça sera donnant. Tout ce que je récupérerai sur la fraude, je vous le rends. Ce n'est pas pour augmenter encore la dépense publique. Je vous le rends. Ça change tout. Et ça sera beaucoup plus légitime. Parce que s'attaquer à la fraude, c'est s'attaquer aussi à des chasses gardées. 67 millions de Français, 74 millions d'inscrits à la sécurité sociale. Elle est où la Startup Nation qui devait digitaliser le pays et nous permettre d'éviter effectivement d'avoir ce cumul de cartes vitales et autres. Donc, le travail n'a pas été fait sur ce sujet. C'est vrai que c'est un des sujets absents des programmes des différents candidats. On parle beaucoup de la valeur travail, on parle beaucoup de la lutte contre l'assistanat. Le président l'a repris d'ailleurs à son compte lors de sa dernière allocution télévisée. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un mot sur ce problème de fraude fiscale. Et quand on voit que c'est 12 à 15 millions, je crois, de fraude juste aux URSSAF, c'est quand même un vrai souci. Donc, par ailleurs, il y a aussi la question des intermittents, accessoirement, qui pose aussi question. Mais donc, c'est vrai que ça, c'est un des éléments quand même. Emmanuel Macron est en train de se repositionner sur la question du travail. Xavier Bertrand a été l'un des premiers à considérer qu'il fallait augmenter le salaire des Français. D'autres candidats font cette proposition. Mais c'est vrai que le pendant, c'est aussi comment on récupère de l'argent par ailleurs et comment on remet différemment les Français et les gens au travail. Gabriel Cluzel.
Non, mais c'est vrai que pour reparler de ce sujet des fraudes sociales, Charles Prats dit celui qui s'emparera, le candidat qui s'emparera de ce sujet-là tirera la queue de Mickey, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a vraiment, c'est un sujet extrêmement intéressant qui pourrait être au cœur de la campagne. Et lui, sa solution, c'est sensible, mais il préconise non pas de faire des tas de contrôles qui finalement sont insolubles. Il propose de faire table rase et de repartir sur de nouvelles capitales, comme ça a été fait à un moment. Et c'est vrai que quand on voit l'usine à gaz qu'on a mis en place pour le pass sanitaire, et semble-t-il que l'on dirige à distance, puisque là, les plus de 65 ans, on dit terminé, vous n'aurez plus de pass sanitaire, on n'imagine pas qu'il n'ait pas les mêmes ressources informatiques et diverses et variées pour mettre en place ces nouvelles cartes sanitaires. Donc c'est une question de volonté politique. Vous savez pourquoi ils ne le font pas? C'est parce qu'en vérité, ils savent très bien que s'ils osaient, comme je le propose, donner des cartes biométriques et en quelques années, parce qu'il faut plusieurs années pour redonner une carte visuellement à quelqu'un dans les sous-préfectures, ça veut dire qu'il faut donner un coup de pied dans la fourmilière, des ghettos, du travail caché, de l'exploitation de la misère, de ceux qui en profitent. Et pas seulement des pauvres, de ceux très riches qui en profitent et qui les font travailler. Parce que ce que disait Karim Zeribi est très juste. Il faut aussi à un moment que nos chefs d'entreprise comprennent qu'il faut payer les gens et qu'il faut les respecter. Mais pour qu'ils le fassent, il faut que les charges diminuent. Donc c'est un cercle vicieux qui fait qu'on est dans une espèce de spirale sans fond. Et je suis convaincu, pour l'avoir expérimenté à une très modeste mesure comme maire, quand j'ai pris une ville en faillite, c'est qu'on ne peut réformer un pays qu'avec l'appui des gens. C'est vrai. Des Français. Et que donc il faut leur mettre un marché dans la main. Oui, on va vous taper sur la fraude, mais en échange, vous allez gagner plus. Et quand vous dites aux chefs d'entreprise... Vous comprenez? Oui, chef d'entreprise, on va être plus sévère, mais on va vous aider. Si je vous baisse les charges, cette baisse des charges, on doit le retrouver dans une augmentation de salaire, il dit oui, le chef d'entreprise. Mais bien sûr. Il préfère payer ses salariés plutôt que de payer des taxes à l'État dont il ne sait pas souvent ce que ça devient. Pour ça, pardonnez-moi, il faut aussi que la sphère Internet soit contrôlée, parce que sinon, vous avez une société que je ne veux pas citer, qui va prendre tous les marchés. Et le problème aujourd'hui, c'est pas le choix simplement entre les petites entreprises et les grandes, c'est comment on dompte la sphère économique Internet qui ne paye aucun impôt. Aucun impôt. Allez. Et c'est ça l'enjeu. Que se passe-t-il vraiment à la maison d'écologie populaire de Bagnolet? Ça se trouve en banlieue parisienne. L'heure est grave. D'après une lettre ouverte adressée au maire de la commune et signée par plus d'une centaine d'habitants, en cause ouverture d'une association dans un lieu de 1000 m² qui accuse notamment de racisme l'éducation nationale. On voit ça avec Anthony Favali, Pierre-François Altermat et Régine Delfour. Excusez-moi. Devant la maison de l'écologie populaire de Bagnolet. Vous pouvez répondre à nos questions, s'il vous plaît? Notre micro n'est pas le bienvenu. L'une des deux entités qui gèrent le lieu est en ce moment sous le feu d'une polémique. Il s'agit de Front de Mer, qui se présente comme un syndicat de parents et une organisation politique qui lutte contre les discriminations. Voici quelques extraits de leur texte fondateur mis en cause. Parents noirs, arabes et musulmans, parents habitant les quartiers populaires, êtes-vous sereins quand vous confiez vos enfants à l'école le matin ? Nos enfants fréquentent des établissements où ils sont stigmatisés et humiliés par certains enseignants, prêts à partir en croisade contre une jupe longue ou un début de barbe suspecte. Cette semaine, une trentaine d'habitants de Bagnolet ont publié en ligne une lettre ouverte adressée au maire de la ville. Ils dénoncent dans ce texte une idéologie dangereuse. Un texte qui non seulement fait croire à un racisme systémique au sein de l'éducation nationale, mais qui s'adresse également aux gens par le biais de leur couleur de peau ou de leur religion. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, considérez-vous qu'une vision racialiste et indigéniste puisse être compatible avec les valeurs fondatrices de notre République ? Plus de 250 habitants ont ainsi co-signé la lettre et attendent une réponse de la mairie socialiste de Bagnolet, qui n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Gabriel Cluzel, ce type d'association met-elle en péril le pacte républicain sous couvert d'écologie ? C'est extrêmement inquiétant et ça met en lumière des accointances que l'on soupçonne depuis un certain temps. Mais c'est vrai que certains l'alimentent. Aujourd'hui, on les découvre du côté de l'écologie, mais il y en a beaucoup du côté de la France Insoumise, des politiciens extrêmement connus. S'ils ne sont pas les auteurs de cette lettre, en tout cas,
ont conceptualisé tout ce discours, toute cette rhétorique qui aujourd'hui est évidemment explosive. C'est de la nitroglycérine dans un contexte de communautarisme et d'islamisme qui se nourrit de tout cela. Je ne sais pas si vous avez suivi le parcours du terroriste de Rambouillet, c'est extrêmement intéressant parce qu'on l'a vu évoluer. Il a baigné dans ces thèses de discrimination, d'islamophobie, etc. Il s'est nourri d'un certain nombre de publications de politiques diverses et variées qui lui ont fait, qui lui ont donné une rhétorique qui s'est appropriée et ensuite il est passé au terrorisme. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas écarter du revers de la main, c'est pas anecdotique, il faut être extrêmement vigilant en effet. C'est une attaque en règle ou pas de l'école publique? Tatiana Renard-Barzac? Bien sûr que c'est une attaque à l'école publique. Par ailleurs, je note quand même les moyens détournés qu'a utilisé cette association, qui n'est pas celle qui était censée être là, et surtout le profil de sa créatrice. Mais évidemment que c'est une attaque, mais même, c'est même encore là, pardon, mais quelque part en fait un peu un bras d'honneur aussi à la démarche de l'exécutif avec la charte de la laïcité et l'adhésion aux valeurs républicaines que sont censées signer pour obtenir des subventions et avoir des locaux, les associations. Donc je pense que c'est un vrai souci qu'on laisse comme ça des associations prospérer et surtout sous couvert, parce que j'ai quand même noté des propos extrêmement graves sur les enfants, considérant que les enfants sont pris traumatisés par des conflits d'autorité. Voilà, à l'école, parce qu'on les oblige à manger de la viande, parce qu'ils apprennent à l'école à avoir honte de leur maman, des termes extrêmement problématiques à un moment donné où on considère que les gens dans notre société ne se définissent pas par leur couleur de peau, leur religion, mais c'est un tout et il n'y a pas de systémisme, quel que soit le côté duquel on se place. Nicolas Dupont-Aignan. Moi, je pense que face à cela, bien sûr, je partage tout ce qui a été dit, mais la meilleure contre-offensive, c'est de réhabiliter et d'avoir une politique volontariste de l'instruction publique, du travail, de récompense du travail et d'autorité de l'État. Les trois vont ensemble. Si vous voulez, en fait, pourquoi ces associations prospèrent? Moi, je le vois, je suis élu de banlieue depuis 20 ans et je connais bien les villes. En fait, elles prospèrent de notre faiblesse et de la faiblesse de l'État. Réhabiliter une école, j'allais dire presque militante, qui donne un avenir aux jeunes, et vous verrez que ces associations tomberont. Réhabiliter la valeur travail et donner un avenir à notre jeunesse qui est baladée de stage en stage et qui n'a pas de boulot, parce que quand on parlait du produire en France tout à l'heure, c'est que c'est pas le revenu d'engagement. Bon, si c'est accompagné d'un vrai travail, ou au moins d'un travail d'intérêt général, donner une espérance à la jeunesse, c'est beaucoup plus grave. Il ne faut pas que l'espérance soit du côté du communautarisme. Et il y a une panne d'espérance de notre modèle économique et français. Donc je pense qu'on peut critiquer, on peut dire c'est scandaleux, on peut dire on est tous d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement comme instruction civique à l'école vraiment forte? Est-ce que au-delà des paroles, on l'a vraiment réhabilité? L'apprentissage de l'histoire, doubler les heures de français, apprendre à maîtriser la langue pour pouvoir avoir un boulot et pas être perdu après. Moi, je vois des jeunes dans mes quartiers qui sont des jeunes bien, il y en a des très bien. Simplement, ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas été élevés, élevés dans le sens voire plus haut. C'est ça le vrai défi de notre société. Karim Zeribi, est-ce que la mairie donne une tribune politique justement à cette association? C'est intéressant ce que dit Nicolas Dupont-Aignan, parce que quelque part, il élève un peu le débat pour sortir de ce fait qu'il faut commenter et que je vais commenter, mais pour nous amener quand même à repenser aussi quelque part un rêve républicain à la française, quoi. Donc il faut qu'on arrive à réactiver un idéal républicain dans notre pays, pour tous et partout. Or, effectivement, cet idéal semble un peu en panne, parce que par le mérite, si je peux me permettre d'interrompre. Il n'a pas été suffisamment... Pas la discrimination positive. Il n'a pas été suffisamment défendu, cet idéal-là, républicain. Et donc, on a abdiqué très vite. Ce que fait cette association est un piège à nos valeurs républicaines. Et c'est l'antithèse de nos valeurs républicaines. Et ce qui nous est proposé là, c'est se définir par des déterminismes de couleur de peau, d'origine, de religion. Tout ce que la République balaye. Parce qu'être citoyen français, ça n'est pas se définir par ce type de déterminisme. C'est adhérer à des valeurs républicaines qui nous amènent à nous transcender, à nous dépasser pour partager des valeurs communes. Or, aujourd'hui, est-ce que ça c'est inculqué dans les centres sociaux, dans les écoles? Pas suffisamment. Moi, je vous le dis, pas suffisamment. Et ces associations-là représentent un piège. Parce qu'elles vous expliquent presque que la République vous demande de choisir entre votre religion et l'idéal républicain, entre vos origines et l'idéal républicain. C'est pas vrai.
C'est un pur mensonge. Mais c'est un mensonge de la part de ces associations racialistes, indigénistes, comme ça l'est du côté d'une extrême droite qui, elle aussi, fait quand même l'apologie de la couleur de peau, des prénoms, de machin et tout. C'est pas vrai. Être français, c'est ni l'un ni l'autre. Je veux dire, l'ambition est bien plus grande. Le problème. Notre pays est bien plus grand. Donc oui, il faut repartir de l'éducation basique, l'école. Moi, je crois qu'on a eu tort à un moment donné d'abandonner ce qu'on appelait en notre temps l'instruction civique. On a eu tort. Il faut mettre le paquet et y rajouter la laïcité aujourd'hui. Et je pense que c'est très important. À l'époque, on n'aimait pas ça. On rappelle aussi que nos enseignants, pour terminer, nos enseignants sont aux couleurs de la France d'aujourd'hui. Nous avons des enseignants de toutes les origines. Donc ce qui est pointé là dans ce tract est honteux. Parce que ça veut dire effectivement qu'il y aurait un racisme systémique au sein de l'éducation nationale. Non, l'éducation nationale, elle est composée de tous les Français de toute origine, comme la police nationale d'ailleurs, mais comme tous nos services publics. Le problème de fond, c'est qu'au-delà des valeurs, il faut que ce soit concret et que le mérite. Or, tout est fait dans une tendance à la discrimination positive, à l'excuse. Et moi, j'aimerais internat d'excellence, récompense du mérite, et que vraiment, il y ait une exigence méritocratique à l'éducation nationale. Et entre nous, on en est encore loin. Ne le limitez pas dans les internats d'excellence. Toutes les écoles de la République doivent prôner la méritocratie, pas que les internats d'excellence. Ne réservez pas ça à une caste. Non, mais il faut que les meilleurs, et notamment issus des quartiers, et il y en a des très bons. Les meilleurs partout, quartiers, zones rurales, partout. Que les meilleurs, pas il faut que les meilleurs se disent, je peux réussir si je fais un effort. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Encore. Merci à tous les quatre. Merci à vous, Nicolas Dupont-Aignan. Où va le pognon? Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage. C'est aux éditions de l'Archipel. Passez une excellente soirée. Tout de suite, c'est Ça se dispute. Excellente soirée.